Bonjour, bonsoir à tous. Nous retrouvons avec un pile plaisir aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour. 1h30 pour nous débattre de questions d'actualité. Eh bien, jeudi, nous allons débattre de une seule question, c'est CARICOM. Et Haïti qui a accueilli demain, lundi et mardi 18 et 19 février, 24e sommet CARICOM. Il y a un chef d'État et de gouvernement qui a entré dans le pays pour l'occasion. Et 10 de points que on va discuter dans ce sommet, c'est le renforcement de la lutte contre la criminalité, stabilité financière au sein de la CARICOM. Et puis, le thème qui est cher à Haïti, c'est l'introduction du français comme langue officielle et de travail de la CARICOM. Dans toute communication officielle que le gouvernement fait, il dit que il entend profiter de sommet ça pour le capable ou image positive d'Haïti et puis pour pays à capable de tirer au maximum et davantage justement pour investisseurs capables de venir dans le pays d'Haïti. Événement, la fête dans Port-au-Prince. Et Haïti, il faut souligner, a assuré la présidence tournante de la CARICOM depuis 1er janvier et ce jusqu'au 30 juin 2013. Deux personnalités sous plateau nous aujourd'hui là pendant 90 minutes pour une débattre de questions. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Wilson Lallo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Lucie. Je vais profiter pour me saluer tous les téléspectateurs et je saluer les amis nous, ancien directeur ministère, là, ancien directeur général, M. Eli, qui a participé avec moi dans l'émission. Ok, qui c'est économiste, et Jean-Daniel Eli, et les sous-plateau parce que lui participé à toute négociation qui aboutit justement à l'adhésion d'Haïti à la CARICOM. Jean-Daniel Eli, et merci du fait que vous répondez à attention. Bonjour. Bonjour Marie-Lucie, bien content avec vous. Et je dis ministre là également bonjour. Et je pense que l'émission ça c'est une opportunité qu'on offre nous pour nous plus ou moins éclairer l'antenne de la population sur sa CARICOM. Justement, toute émission c'est ça les parler et puis on a regardé Haïti et dans CARICOM qui statue Haïti et gagné et jeudi dans l'organisation et ça. Alors première question, c'est que nous connaissons le problème pays d'Haïti et gagné n'a pas accueilli son événement lié 11 chefs d'État et de gouvernement ou délégation d'une centaine de personnes, en tout cas selon dernière information que le ministre des Communications et lui-même les communiqué à la presse. Est-ce que, alors question, c'est est-ce que toute bagaille prêt qui nous fait pour accueillir ça et pendant 48 heures véritablement, est-ce que tout le monde ça y a prêté et dans le pays, est-ce que juste nous avons capacité n'a pas accueillir normalement? Il est étonnant qu'on pose des questions actuellement, parce que il était 24 heures, s'il n'est pas prêt, ça veut dire que l'événement prend un véritable flop. Non, la réalité c'est que oui, tout le en place pour accueillir, en tout cas toute délégation qui vient venir. Il y a deux hôtels en principe qui prennent siège d'événement. C'est Caribé avec Oasis et délégation a pris parti, je crois, de l'autre 30, 35, 65 dans l'hôtel, mais activité au même au quotidien, ni lundi ni mardi, a fait essentiellement en dedans et Caribé. L'homme dit, est-ce que nous avons capacité pour accueillir? On regarde le logement, nous avons recevoir un chef d'État et de gouvernement. En principe, nous avons recevoir personnalité, c'est des suites présidentielles, si nous avons deux hôtels, je suppose tous les deux bagay ensuite. Juste pour Premier ministre avec président, qui j'en a accommodé, parce que yo carré là pendant 2 jours, mais est-ce que il y a satisfait de l'accueil là? Écoutez, là, sur question, moi, je ne suis pas impliqué dans la question à faire supervision de l'espace pour héberger le chef d'État. Mais si on choisit 2 hôtels, ça veut dire que les gens qui a travaillé sur ça, c'est des professionnels. Et que si on choisit deux hôtels, ça c'est qu'en principe, c'est possible. Moi, je connais quelques chambres dans le Caribé et que je pense qui, en principe, répondent à des normes et des standards que nous voyons dans la région. Et Oasis fait inaugurer et nous connaissons toutes les précautions que tu prends pour te lancer Oasis. Ça t'a étonné que nous avons 11 suites en dedans 2 hôtels qui sont réputés parmi les meilleurs dans le pays pour ne pas t'ajouter ensuite. Mais là, je ne peux pas confirmer parce que je ne suis pas dans l'aspect ça, je ne suis pas impliqué là-dedans. Ok, on regarde pour que ça, moi,
accueil là au niveau de l'aéroport international de Port-au-Prince, surtout tout là. Au cours de l'émission, on a pas regardé des décorations qui fait sur route là pour nous souhaiter bienvenue avec ces leaders et régionaux, même qui y a entré dans le pays, a commencé à arriver jeudi dimanche. Et question pour Monsieur Eli, Jean-Daniel Eli, pour qui ça qu'a fait là son événement lié. Et très rapidement, le gouvernement lui-même lui dit, ça qu'a fait pour la première fois dans l'histoire d'Haïti. Bon, on dit sur question politique, mais est-ce que, mais même nous sommes en 2010 déjà, que nous t'es doué accueillir événement ça, mais comme nous-mêmes nous t'avons un gros bail qui est tombé sur nous, c'est tremblement de terre, et que nous pas en mesure pour nous capables de faire ça. Bon, tout à fait comprendre l'approche, et vous avez tout à fait raison. Son gros événement pour qui ça? C'est parce que Haïti, effectivement, son État membre, comme tout autre État membre, comme nous. Or, au niveau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, il y a 2 fois par année que la conférence là organisée session lieu. Une session extraordinaire qui est faite en général vers cette période, février ou bien fin février ou bien au début de mars. Et deuxièmement, une session ordinaire qui est faite pendant le mois de juillet, tout au début du mois de juillet. Donc, ce qui veut dire que, on a parlé de la présidence tournante, c'est exactement ça, c'est parce que, on a 15 États membres de la CARICOM, et traité de Chagua Hamas, révisé, dit que, effectivement, supposé, lors de réunion, ça a une rotation qui est supposée faite au niveau de États membres pour organiser les réunions. Mais ce n'est pas toutes les fois possible que organiser les réunions dans l'État membre. Des fois, où on voit que il y a des empêchements qui fait que les réunions, en général, c'est le siège secrétariat qu'on fait tout. Mais ça va dépendre. Il fait très peu de fois, mais ça peut arriver qu'on ait une réunion chef d'État qui fait au niveau du siège de la conférence, de la CARICOM. Donc, vous dites président sur c'est tous les 6 mois. C'est ça, ça veut dire que la réunion de l'intercession, qui est cette réunion, dure 2 jours, et la réunion ordinaire, qui se tient en général au début du mois de juillet, donc se tient en général 1 semaine. Et il faut tout profiter dit que le type de session ça a toujours discuté, c'est des thèmes que ils ont demandé chef d'État et de gouvernement pour prendre des décisions, c'est-à-dire des décisions qui sont déjà arrêtées au niveau des différents organes de la CARICOM, et qu'on y a un chef d'État et de gouvernement pour approuver justement des décisions que différents organes CARICOM prennent. Et dès qu'il y a parlé, il y a d'abord le COFCOR, qui est le Conseil des relations extérieures et de la communauté. Il y a, disons, le Conseil du commerce et du développement économique, qui est le COTED. Il y a le Conseil du développement humain et social, qui est le COSOD. Et vous avez également le Conseil, le COFAP, qui est le Conseil des relations qui s'occupe des questions économiques au niveau de la CARICOM. Ok, question pour le ministre. Mais ça, je dis là, qui statue Haïti en CARICOM? Bon, en principe, Haïti, depuis 2002, les membres à part entière de CARICOM, et donc son pays membre, tant que d'autres pays, même si Haïti, Poco, mettait en place tout dispositif qui prévoit par traité qui peut permettre que d'intégrer de plein droit un ensemble de dispositions qui existaient, qui t'a dû favoriser comme pays. Alors, pour me dire que Haïti rentrait donc en 2002, mais en 2002, c'était pratiquement 5 ans après que Haïti était fini, pas 5 ans, un peu moins, oui, c'est un peu plus, 7 ans après que Haïti était 6 ans, après que Haïti était signé accord de OMCO, qui était fait que Haïti lui-même a baissé tout tarif douanier. Et il y a un instrument d'intégration régionale, c'est question de tarifs, qui permettent qu'on ait une union douanière à l'intérieur de laquelle échange a fait sans droit, c'est que pays entre eux, ils ont échangé, d'un coup, on produit sortir ici dans les organes, ou bien sortir les organes dans les Okaï. Et à ce moment-là, produit n'a pas aucun
coûts supplémentaires au mettre sous lit, en dehors de prix de revient, et de production et de transport. Et Haïti, pour qu'on bénéficie de ça, parce qu'en 96, l'on ratifié, l'on signé un accord au MCO, nous mettons tarifs nous à un niveau côté, nous pratiquement pas protéger rien dans l'économie. Et parce que tu as une préoccupation à l'époque que bon, faut baisser le prix pour les gens de manger. Et préoccupation de produits dans le pays, c'est pratiquement secondaire. Même si nous devons dire, bon, c'est son phrase qui est un peu forte samedi là, mais l'on analyser et décision que tu prends, il y a pas ton problème pour le système productif haïtien. Maintenant, l'on vient d'entrer dans CARICOM lui-même, il y a des niveaux de tarifs beaucoup plus hauts que par Haïti. Par exemple, ça les tarifs consolidés, c'est des marges qu'on paye by tête pour que, dépendant de circonstances, il doit augmenter droit que l'imposer sur des produits qui entrent dans le pays. Mais tarif consolidé, pas forcément en application. Ce n'est pas des barrières que vous appliquez sur le produit. Seulement, il y a des marges de manœuvre et vous consolidez au niveau international qui vous dit, mais qui niveau qui est plus élevé qu'on peut mettre comme droit sur un produit, c'est la prêter la caille. Mais on ne pas forcément appliquer. Maintenant, l'autre aspect, c'est tarif appliqué. Tarif appliqué, c'est ça qui est en opération réelle. En réalité, en Haïti, tarif appliqué, nous, il était déjà dans un niveau très bas. Et l'un a consolidé auprès de l'OMC, nous n'est consolidé à presque tarif appliqué. Ça veut dire que nous ne pas faire différence entre les tarifs consolidés et tarifs appliqués. Donc, le nous entré dans CARICOM, tu as des tarifs qui étaient différents de Panur et qui ont consolidé à des niveaux qui 2 fois ou 3 fois plus élevés que Haïti. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas entrer dans l'union douanière là facilement. Produits Panur, il faut assurer de règles d'origine pour que leur vie dans le pays, ça ne va pas faire des concurrences déloyales et il est valable dans le cas Haïti à tout. Donc, ça veut dire que l'intégration n'est pas complète pour Haïti parce que justement, problème et tarifs douaniers pour qu'on règle. Il y a des autres problèmes qui sont liés avec question de normes que nous pouvons véritablement mettre en place. Bon, on a travaillé sur le mais bon, le pays a lui-même l'entrée en 2002, il y a une bande de barrières pour le faire et que le pouvons faire et qui fait que nous pouvons, au cadre de plein droit, jouir de tout avantage que CARICOM éventuellement est capable de gagner pour le pays. Bah, là, tu fait à 2 niveaux. D'abord, sous l'égide de traité de Chaguaramas de 1973. Ensuite, il vient fait, dans le deuxième temps, dans le cadre du traité de Chaguaramas révisé. Parce que lorsqu'on négocie avec la CARICOM était en pleine restructuration au niveau de sa structure organisationnelle. À ce moment-là, nous devons négocier non seulement des termes et des conditions, et des termes et conditions non négociables. Termes et conditions que nous avons négociés avec CARICOM, c'était premièrement statut de PMD, c'est-à-dire un statut de pays moins développé. Là, ça nous a montré nous assez intelligent pour nous exploiter ça que le traité de Chaguaramas révisé, pour nous bénéficier plus en avant de certaines flexibilités que le traité ça offre. Par exemple, le statut de PMD, il permet, par exemple, il y a des décisions qu'on prend dans le domaine du tarif extérieur commun ou bien dans le domaine des règles d'origine, il y a une attention particulière que les pays moins développés par rapport à pays plus développés. Et sous angle, ça a dit qu'au niveau de CARICOM, il y a une différenciation qui est faite au niveau des États membres. C'est-à-dire qu'il y a des États membres qui sont qualifiés de plus développés parce qu'il y a une structure économique qui est beaucoup plus développée, telle que la Jamaïque, Trinidad et Tobago, la Barbade, et il y a des revenus per capita qui sont très élevés également. Et il y a le reste, c'est-à-dire les autres États membres qui font partie de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, ce qu'on appelle les OICS, qui sont au nombre de 8, qui sont considérés comme PMD. Et également Belize, qui n'a pas fait partie des OICS, mais qui est considéré également comme un PMD. Et Haïti, qui vient nous rejoindre le groupe-là. Donc, ce qui veut dire que, autre élément que nous avons négocié avec la CARICOM, c'était que, par exemple, de pouvoir utiliser, disons, autre question que nous avons négocié avec CARICOM, sous l'angle sous aspect non négociable, question non négociable, il y avait l'anglais qu'on devait utiliser comme langue de travail au sein de la CARICOM. Pour qui ça n'a accepté ça? Parce qu'il y a un pile débat qui fait dans la rue sur ça. Et nous connaissons qu'effectivement, actuellement, il y a un débat qui dit qu'au niveau gouvernemental, on veut utiliser le français comme une langue de travail au sein de la CARICOM. Alors on dit que dans un premier temps, on avait accepté l'anglais
On avait accepté de jouer le jeu de l'intégration économique et au fur et à mesure de prendre du poil de la bête et de faire accepter le français un petit peu plus en avant. Mais comme instrument de rechange, ce qu'on avait demandé à la CARICOM pour accepter l'anglais, c'était de donner une formation en langue anglaise. Et cette formation en langue anglaise devait être donnée surtout au niveau des institutions qui devaient en quelque sorte mettre en œuvre les différentes composantes du traité révisé, du traité de Chaguamas d'abord, ensuite du traité de Chaguamas révisé. Parce que c'est là que je devais venir pour me dire que le traité de Chaguamas de base de 73, à la suite des transformations qui ont été opérées dans ce traité-là, est devenu le traité de Chaguamas révisé. Ce qui veut dire que, ou un paquet de bonnes autres éléments qui rentraient, qui ne figuraient pas dans le traité de 73, par exemple, la question des services, la libéralisation des services, par exemple, la libéralisation commerciale avec l'application de tarif extérieur commun que le ministre a évoqué tout à l'heure là. Par exemple, la question de la libre circulation des personnes qui ne figurait pas dans le traité de base. Il y a également la question de la libre circulation des capitaux, etc., etc. Donc, tout point ça, ouais, ou le point bas, on n'a pas retourné sur eux en détail, et puis, question langue, là, tout. Parce que nous-mêmes, nous allons débattre question pendant le sommet, et le président Martelly, à plusieurs reprises, l'aller dans la réunion CARICOM, toujours mettait question ça en avant. Mais, nous avons retourné sous parcours Haïti dans CARICOM, c'est plus de 20 ans, ça qui expliquait que nous fait tout comme c'est au pèlerinage en quelque sorte qui fait jusqu'à ce que et je dis à la question dans les parties innocentes me dit est-ce que Haïti ils sont membres à part entière on a dit oui et non est-ce que nous-mêmes nous bénéficions de tout ça CARICOM non il est capable d'offrir nous réponse non effectivement le ministre là t'a pas une réponse en première réponse qui était juste c'est que effectivement pour le fait de signer et de ratifier le traité de Chaguamas de base, d'abord en 1973, qui paraît le moniteur du 13 mai 2002, hein, et ensuite le traité de Chaguamas révisé, qui paraît le moniteur de 2007, là, ne veut pas dire qu'automatiquement, au cap jouer l'intégration régionale. Mais ça a été très expliqué très bien tout à l'heure. Un paquet de bonnes mises en œuvre pour faire au niveau institutionnel. Il y a des mises en œuvre pour faire au niveau légal également. Et la question légale est au centre de cette affaire. Parce que si vous regardez tout instrument, toute composante que le traité a prévoir. Non, question non, c'est jeudi à là qui bonnier. Eh bien, si jeudi a besoin qu'on ait qui bonnier, c'est que depuis que nous sortis, nous signé le traité de Chaguamas de 73 ans, il y a peut-être activité de mise en œuvre qui était faite déjà. Activité de mise en œuvre, dans un premier temps, était concernée. Parce qu'il fallait, l'accent devait être mis dans un premier temps sur le démarrage des échanges commerciaux. Pour démarrer les échanges commerciaux, il faut mettre en application un tarif extérieur commun. Donc, il faut harmoniser le tarif extérieur commun avec le tarif douanier national. Grand pile effort fait dans le temps pour essayer d'aboutir à justement faire harmonisation ça vienne effective. C'est-à-dire qu'il y a pile mission CARICOM qui vient en Haïti qui travaille avec nous pour nous mettre ajuster tarif douanier national avec tarif extérieur commun. Et quand le ministre a dit tout à l'heure, il y a des taux de droit de douane qui est beaucoup plus élevé au niveau du tarif extérieur commun parce que configuration tarifaire tarif extérieur commun qui s'allie, vous avez des taux de droit de douane qui se situent entre 0 et 40% pour les produits agricoles, qui se placent dans les rubriques tarifaires entre 1 et des chapitres 1 à 24 du système harmonisé. Ensuite, vous avez des taux de droit de douane qui sont aussi entre 0 et 20% pour les produits classés dans les chapitres 25 à 97 du tarif extérieur commun. En Haïti, il y a une différence notable. C'est-à-dire que vous avez des taux de droit de douane en Haïti, au niveau des taux de droit de douane appliqués, mais il s'était bien fait distinction tout à l'heure, c'est-à-dire que les taux de droit de douane aussi entre 0 et 15%. Donc, ce qui veut dire que, automatiquement, on a un problème, il faut qu'on élève le tarif douanier
pour ajuster au niveau le tarif extérieur commun. Mais une question fondamentale qu'il a soulevée, et c'est la question de fond. Pour le faire, il faut aller renégocier les taux consolidés à l'Organisation mondiale du commerce, parce que, ce qui permet de prendre un exemple très simple avec vous, sous question ça. Le riz en Haïti est taxé à 3%. Je parle de taux de droit de douane nominal. Au niveau de CARICOM, le riz est taxé à 25%. Vous voyez? Donc, il n'y aurait pas de problème, effectivement, pour élever le taux de droit de douane de 3 à 25%, parce que, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, le taux consolidé est à 40%. Mais la situation est différente pour d'autres produits où le taux consolidé est plus bas que le taux du tarif extérieur commun. Donc, de toute façon, il faut retourner à l'Organisation mondiale du commerce, renégocier les taux pour se mettre en harmonie avec le tarif extérieur commun. Ministre, d'ailleurs, enchaîné sur la même question. Et puis, moi, je me parlé du parcours de combattants. Est-ce que Haïti, nous, ça prend presque 20 ans? Et qu'on a nous beaucoup fin intégré net, nous avons pile bail pour nous faire toujours. Est-ce que nous avons dit c'est nous vraiment pousser porte là, enfoncer porte là pour nous capables d'entrer dans CARICOM? Bon, écoutez, c'est deux questions. Oui, absolument. J'ai envie déjà faire une considération sur l'intervention de M. Elian pour me dire que en réalité, là, on a parlé de tarifs pour nous comprendre. Tarif là, c'est un instrument qui, c'est peut-être un des deux prix qui est essentiel dans toute économie moderne. C'est tarif, c'est taux de change. Et c'est deux instruments qui sont très très mal compris et très très mal utilisés, surtout dans un pays qui est en voie de développement. Parce que nous ne sommes pas très, très imprégnés d'économie, nous ne pas comprendre le sens bas, et puis des fois, ils banalisés et des barrières qui détruisent l'économie dans le monde. Et c'est ça qui fait avec le nous ratifier et le nous signer accord avec OMCO. Côté, nous jouer avec façon que, excusez-moi pour le mot, mais traitement de fait de lien, pas un traitement très responsable. Et ça fait que toute la petite industrie haïtienne, ne vient pas qu'à concurrence avec aucun autre produit sur l'autre côté, et donc ils viennent affaisser le système productif national. Okay. Expliquez pour ça. Pour qu'il soit dit traitement pas responsable, qui problème ça veut dire? Traitement pas responsable parce que nous pensons que nous sommes rentrés dans le barrage sans pas prendre temps pour nous bien étudier le dossier. En général, le pays prend un temps. Vous regardez en moyenne, le pays prend 8-10 ans avant de signer des accords. Ici, c'est souvent quelques professionnels qui ont même sorti frustrés souvent dans le barrage autour. Parce que déconnexion entre la décision politique et les porteurs de dossiers, il fait que nous quittons la traîner trop et là nous arrivons parce que vous venez faire un chantage, on va dire si vous pas signé qu'on a perdu et puis au cours ici. Mais vous ne rendez pas compte, par exemple, les documents très bien pour implication chaque disposition qui gagne là-dedans et qui fait que l'offre c'est après que nous avons fait des bagages que nous ne devons pas faire. Donc tarif que nous avons signé, ratifié, alors pas ratifié, accord que nous signé avec OMCA, c'est un accord de ce point de vue-là qui était malheureux. Comme vous regardez même déjà dans la déclinaison et niveau de tarif, vous regardez si je prends des exemples sous des produits agricoles ou besoin, ou bien on a parlé de rad, par exemple. Ou pour une chemise, nous avons mis des tarifs plus élevés sur tissu qui a sorti dans les pays étrangers, sur boutons ou les barres utilisés pour faire chemise, qu'on a mis sur chemise lui-même. C'est quoi le message? Le message était que nous, pas qu'à produire rad, nous encourageons à importer rad. Parce que nous mettons plus. Moun qui a fait chemise, a coûté le plus cher pour le faire que s'il a acheté chemise de l'étranger. Donc en fait, nous avons nos perspectives d'encourager la création d'emplois, d'attirer investissement dans ce secteur. Alors que dans la même période, 96, il y a un document qui était publié en Haïti qui démontrait que le secteur textile, là, son secteur côté Haïti, il y a quelques pays dans le monde, il y a cité l'Inde, il y a cité le Mexique, mais Haïti était là-dedans comme un pays qui a gagné un avantage comparatif pour le mettre dans la filière et production rad. Et je parlé de filière textile. Donc pour me prendre un grand exemple ça. Donc, le problème là, c'est que l'étude pas suffisamment faite et décision toujours prendre de manière un peu expéditive. Donc, ça vient de faire qu'un prix qui est aussi important dans l'économie, eh bien, il a été traité, les gens ont traité là. Mais je dis tout que ça a lié avec le fait que le ministère Commerce et Industrie en Haïti pas en position pour jouer au rôle complètement. C'est que trop instruments de politique commerciale passent au compte du ministère du Commerce et Industrie. Tarifieux, ce n'est pas le ministère du Commerce et Industrie qui a comme si, en supposé, décision ça il y a plus de décisions qui relevaient du ministère des Finances que du ministère du Commerce lui-même.
C'est le ministère du Commerce responsable de la politique commerciale. Mais elle n'est pas forcément lui-même leader sur le dossier, si bien que le travail signé, ce n'est pas le ministère du Commerce qui a le signé. On va corriger si moi dis un bagage qui est à peu près et qui est approximatif, mais son vrai problème de façon de gérer politique publique. Maintenant, pour arriver dans la question de tarif, il faut nous comprendre que l'homme est un tarif là fonctionne, il y a 3 fonctions. Il y a une fonction sociale. Ou qu'à mettre un tarif parce que, ou bien doit, en politique tarifaire, ou bien doit décider de baisser le tarif parce qu'on dit, produit ça, je ne peux pas fabriquer, j'ai intérêt pour me baisser le coût pour qu'on accepte plus élargi dans le pays à produire ça. Et donc, il est évident que problème ça, c'est un problème majeur pour une société, pour qu'on ait comment pour faire arbitrage, pour qu'on ait tel type de produit, comment, ou bien pour telle ligne, ça ou les lignes tarifaires. Il y a un groupe de produits qui est là-dedans, pour dire comment on peut décliner tarifaire là-dedans. Ça, c'est la première fonction. Il y a une fonction économique. Nous avons besoin de protéger un secteur de production dans le pays. Parce que je crois que grand monde qui travaille là-dedans, moi, je crois que j'ai un potentiel pour me produire, moi, je crois que je produire pour me devenir compétitif, mais il m'a donné un temps d'apprentissage. Donc, entre le moment où je prends décision pour me produire et le moment que je vais maîtriser les technologies, pour faire dans la même échelle avec les gens qui sont déjà dans le secteur, il prend un petit temps. Donc, on doit servir avec tarif pour faire travailler ça. Et puis, il y a une autre fonction fiscale qui permet que l'État leve taxes. Le tarif là en Haïti, il était toujours occupé essentiellement en fonction fiscale, pour lever taxes. Maintenant, depuis 1996, le tarif là vient de l'autre fonction que Bali, fonction sociale, mais en fonction sociale, si vous voulez, de travers. Parce que, quelque part, nous dit qu'il faut nous permettre que le produit arrive par les consommateurs à des prix écrasés. Pour que le produit arrive par les consommateurs à des prix écrasés, comme nous pas produit, nous détruisons le système productif là, donc nous baissons les tarifs. Par exemple, ça prend sur du riz, que du riz est tarif appliqué sur du riz en Haïti, c'est 3%, mais ça qui a passé en Haïti, tout le monde a dit prix du riz trop haut, il y a plein pour du riz, coût de la vie, etc. Et ça, me donne que font une direction autorisée tout à l'heure, pour nous expliquer de qui ça nous pris donc piège épouvantable, avec question, on a dit prix trop haut dans le pays, et puis ne pas rendre compte de qui ça a fait, c'est qu'on a réduit la capacité pour le pays à produire. Et bagay ça vient fait que nous avons importé du riz, nous dit du riz très cher, malgré prix très bas. Et puis du riz à nous prendre la vendre en République dominicaine, côté prix du riz est déjà plus haut que l'IA en Haïti. Donc problème en Haïti, c'est pas un problème de prix trop haut, c'est un problème de monde qui n'a pas un cop dans mer. Donc nous avons besoin de générer revenus. Et pour générer revenus, instrument de politique qu'on utilise, ce n'est pas même bagage qu'on va l'utiliser pour défendre le pouvoir d'achat. Mais justement. Donc, deuxième aspect de question, là, où tu as parlé de question de parcours du combattant que Haïti fait pour entrer dans CARICOM. Bon, il ne faut pas oublier qu'au début, en 1973, il y a 4 ou 5 pays. C'est 4 pays qui signaient. Non, en 1973, il était déjà 14. Il était déjà 14. En fait, en 1973, c'est un bail qui fait de manière graduelle. Haïti intégré, tu as fait demande pour l'entrée dans le CARICOM de 1974. Mais Haïti n'a pas accepté depuis la période. Et ça vaut pour quelques autres pays. Bon, l'historique, pas de détails dans la tête, mais il fait de manière graduelle. Tout pays n'a pas de même droit en dedans CARICOM au moment de la fondation de la chose. Donc, de 1973 jusqu'en 1982, en fait, Haïti a accepté en 1998. Il a accepté Haïti en 1998 et Haïti fait négociation. Et en 2002, nous ratifié le traité de Chaguaramas. Et en 2003, nous venons ratifier le traité qui est aspect qui, comment on dit, Chaguaramas révisé. Révisé, c'est ça. Voilà. Donc l'idée, ça, c'est que le pays a un ensemble d'efforts que le besoin fait pour profiter de avantages que CARICOM offre pour lui. Et nous pensons que faut que ça vienne clair pour la population, parce que quand le monde a dit des débats dans la radio, mais c'est des débats ahurissants, qui dit bon, Haïti n'a pas gagné pour échanger, etc. C'est parce que le monde a dit ça, on ne va pas comprendre rien du tout de ça accord régionaux et de ça économique. Je m'excuse pour le mot, mais un problème de compréhension de fonctionnement de l'économie, le monde a dit ça. Ok. Deux points là. Même Jean-Daniel Elie répond en quelque sorte, parce que le directeur du ministère du Commerce, c'est ça, et puis qui est participé dans toute négociation. Et le ministre dit que la négociation été faite véritablement. Donc c'est ça qui vient dans nos petits problèmes. Oui, absolument. Donc pour l'OMC, écoutez, ce n'est pas une question qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas les dossiers, parce que moi, je suis, disons, une formation en commerce international. On a négocié en toute fait et cause, vous voyez, cette question.
Mais il y avait d'autres paramètres que je ne pas mettre sous table là qui te fait que vous allé dans ce sens là. Et nous avons bien comprendre, ça me le dire. Parce que la négociation commerciale internationale en général, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ok. Ce qui veut dire que moi, j'ai vu quelqu'un qui s'est ouvert le ventre à l'Organisation mondiale du commerce, un Coréen, qui n'a pas pu faire passer son point de vue lors des négociations. Donc, la négociation commerciale, ce n'est pas une petite affaire. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé au niveau des négociations de l'Organisation mondiale du commerce, au niveau tarifaire, il est vrai qu'il y a eu, est-ce que je peux qualifier ça d'erreur? Parce que ce qui a été proposé, ce n'est pas ce qui a été remis à l'oreille. Ouais. Parce que la question fondamentale, en fait, c'est que il faut comprendre le jeu, parce que nous n'avons pas de temps pour nous faire ça, non, là, pour nous expliquer plus ou moins comment se font en général les négociations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Ce qui veut dire que ce n'est pas essayer des douaniers, ça qui passe, hein, mais je pense qu'actuellement, si cela devait se reproduire, il t'a reproduit encore. Et pas de personne qui t'a fait différemment. Okay. Est-ce que là, vous voulez parler de forte pression de l'international pour que vous allez... Exactement. Vous comprenez? Exactement. Les négociations commerciales internationales en général sont qui sont sujets à de fortes pressions et c'est pas je veux petit monde lié. Ce qui veut dire que maintenant, qu'est-ce qui peut être fait pour corriger ce genre de situation? Il y a moyen. Et il y a moyen d'engager la procédure. Et la CARICOM est prête justement à nous aider à aller dans ce sens. Ce qui veut dire que on peut renégocier les taux consolidés. Et de par le statut de PMA d'Haïti, on peut le faire. Et le processus a été déjà engagé. Comme responsable du bureau de la CARICOM, à un moment donné, j'étais en discussion déjà avec le bureau de négociation commerciale de la CARICOM, qui avait déjà engagé le processus auprès du secrétariat de l'OMC. Même supposé de processus ça tout. Non, même pas qu'on finit, non, parce que bon question qui posait. Moi-même, le plus souvent, je me suis fait beaucoup d'ennemis sur cette question. Pas de problème à ça. Ce qui veut dire que un tarif augmenté, pas nécessairement dire que la bonne protection qu'on chercher. Parce que, regardez, il ne faut pas prendre le tarif douanier au niveau nominal. Un tarif de 3%, par exemple, ne veut rien dire. Il faut voir les autres droits et impositions qui sont appliqués. Par exemple, un tarif 3% qu'on appliquer sur le riz. Quand vous ajoutez les autres droits et impositions qui sont de l'ordre de 18%, ça vous fait 21% quand même. Donc, le taux de protection que vous recherchez, en fait, c'est un taux de protection effectif. Côté que, on pourra chercher un taux de protection, quelle est la situation de la production nationale au niveau de la production de riz. À quel prix peut-on vendre le riz national pour satisfaire les besoins de la population? Ça, c'est toute une question fondamentale qui est posée. Donc, est-ce que nous avons la capacité pour produire tout le riz nécessaire pour pouvoir satisfaire la demande locale? Non. La question est non. J'ai beaucoup discuté de cette question avec des agronomes. Et la question est non. On ne peut pas produire, on ne pourra jamais produire tout le riz. Non, vous avez je dis à moi, ministre, la secrétaire, je dis à la, vous n'êtes pas capable, mais il faut commencer son côté, c'est au fur et à mesure, pour ou même capable de venir autosuffisant ensemble, justement, ce prix, comme moi, ou tout embrayer sous lui. Et monsieur le ministre dit, il y a plein pour prix. Mais est-ce que le problème, c'est prix ou bien c'est pouvoir d'achat? C'est l'absence de revenus, le problème. Non, c'est l'allié plutôt. Donc, ça c'est politique sociale, le gouvernement. C'est pas seulement politique sociale. C'est politique économique. C'est politique économique. Parce que l'on parlait de pouvoir d'achat, on parlait de capacité, on coupe une poche pour l'acheter bien. C'est ça que moi j'avais dit. Pouvoir d'achat, capacité que on coupe 100 gouttes, il a fait acheter 5 chemises. Pouvoir d'achat 100 gouttes, c'est 5 chemises. C'est ça que veut dire. Maintenant, pouvoir d'achat, ça, il doit augmenter ou diminuer dépendant de deux facteurs. Ou bien revenu a augmenté, ou bien prix chemise a augmenté et changé. Si prix chemise a augmenté, je vais acheter moins chemise. Si prix chemise a baissé, je vais acheter plus chemise, avec même 100 gouttes là. Maintenant, je dis pouvoir d'achat 100 gouttes là augmenté, si je acheter plus chemise avec lui, je dis diminuer si je acheter moins chemise. Nous sommes tous ces deux bails qui ont fait, c'est ou bien revenu a augmenté, il fait acheter plus chemise, ou alors prix a diminué, il fait acheter plus chemise, toujours. Le problème en Haïti, c'est que depuis quand même 10 ans, il faut nous reconnaître, le cadre macroéconomique haïtien a été plus ou moins stable.
Et regardez, taux d'inflation que nous avons qui baille, nous pouvons dépasser 10% sur les 10 dernières, en 17-8 dernières années, nous pas dépasser 10% d'inflation. Pour une économie comme Haïti, c'est des taux d'inflation plus ou moins on dit, acceptables par rapport à l'argent économie à fonctionner. Maintenant, côté problème là, il y a lui-même, c'est le fait que l'économie n'a pas généré emploi, l'économie n'a pas généré revenus. Mais pour générer revenus et générer emploi, il y a une pression. Et là, le pays a pris une sorte de piège. Côté grande bataille, tout le monde a dit, prix bien petit, donc prix bien élevé, donc il faut réduire le prix. Mais politique que pression ça va venir faire pour réduire le prix, sur le court terme, il ne va pas permettre de résoudre le problème de production. Donc si vous besoin de résoudre la production, il y a des biens qu'on va faire en 3 mois, mais il y a des biens qu'on va faire en 1 an, en 3 ans. Donc pour faire ça, il faut qu'on patience, pour qu'on ait un bon équilibre entre politique sociale, avec politique économique eux-mêmes. Et c'est arbitraire ça, le pour faire qu'on gagne des soulèvements. Par exemple, on va remarquer la question du contrôle du territoire. L'on a dit que nous avons besoin de régler le fonctionnement et marché, donc prix, on a parlé de possibilité que l'homme dit que produit bien, mais sûr que mon marché et que je estimé combien marché ailleurs. Mais si bien l'homme produit frontières poreuses ou pas qu'à résoudre le problème frontalier et il vient faire que l'autre produit vient des fois de moins bonne qualité, on regarde un de fruits qui vivent dans le pays, ananas, on va acheter ananas complètement nul qui sorti à l'étranger. Mais ils viennent occuper l'espace-temps, ils sont gros, les gens ont tendance à l'acheter. Ananas, figues, bananes, citron, tout ça. Mais produits ça font concurrence féroce avec les gens qui font ananas. Maintenant, vous dites, pourquoi ça ne va pas faire ananas? Oui, ils ont fait ananas. Mais les gens qui gagnent ananas dans le collier, qui produisent ananas dans la zone nord ou je ne sais pas où, là, ils viennent dans le marché avec lui, ils ne pas vendre. Il n'est pas encouragé pour la recommencer et vendre. Donc, question de régler le problème de contrôle frontalier, de régler le problème de tarifs que vous appliquez vraiment sur le produit. Eh bien, ça, si au moins n'importe qui gens, il y a un soulèvement qui a fait tout. Donc, il y a des équilibres pour nous joindre. Écoute, nous avons un vrai problème là, que un pile monde, ou bien par mauvaise foi, ou bien parce que nous ne pas comprendre, ou bien parce que ne pas expliquer suffisamment, parce que c'est les responsabilités de tout le monde engagé là-dedans, pour nous comprendre l'enjeu là. C'est bon, bah, jouer de jouer là, si nous besoin comprendre, il faut nous voir qu'il y a des politiques que nous devons prendre là-dedans qui sont impopulaires. Et si nous ne pas prenons, nous ne pouvons pas faire objectif que nous. Non, même tout à fait d'accord avec, mais absolument, son ministre a parlé là, parce que n'importe citoyen qui a parlé. Ça, décision, c'est dans nous. Mais avant, tout à l'heure. Non, mais tout à l'heure. Mais ou pas capable de décider ou prendre décision là. Et là, tout à l'heure, elle me dit politique sociale. Il y a des mesures d'accompagnement pour prendre pour que après pas de soulèvement. Par exemple, du RIA, imaginons, du RIA, les 50 gouttes, demain, s'il vient 60-70 gouttes. Mais les gens ne qui ça senti ça. Ils senti ça, c'est parce que les pas de cob là. Si nous avons commencé à agir sur la question de création d'emplois, permettre aux gens de gagner des cob circuler dans le pays, ça dit c'est plus que jamais. Ouais, je dis là, l'argent dans le pays sont bâtira. Mais ce qui est sur le côté gouvernement, secteur privé, par rapport à gens qui travaillent sur ça. Donc ces décisions, regardez, monsieur le ministre, ces décisions que nous-mêmes nous prenons qui pourra permettre aux gens de frapper au moins. Et mesures impopulaires, ça aujourd'hui, là, dans le pays, il y a des mesures qui prennent, mais il y a des choses obligés de faire avec eux, ou obligés de faire d'abord pour capable venir dans la mesure. Non, mais où est-ce passé? On a parlé de deux perspectives. Ou une dynamique d'un pays qui a importé des biens pour le fonctionner et que vous payez bien ça à partir d'importation, à partir de transfert de Haïtiens qui partent ou bien de aide internationale. C'est une anomalie, c'est que d'un point de vue de théorie économique, c'est un problème que ça y est, parce que c'est pas un modèle soutenable, ça y est. C'est qu'on dépend de l'autre monde pour manger. Vous d'accord? Changer lieu d'accumulation de richesse dans le pays, il est lié avec la question d'importer. C'est le monde qui va acheter ou revendre. Le recensement que le ministère a lancé depuis septembre, le résultat a commencé à sortir, on a observé que il y a deux faits, je pense que c'est bon pour nous souligner la population pour la comprendre. Premier fait, 75% de l'activité qu'a fait dans le pays, c'est acheter ou revendre. Acheter ou revendre. Donc ça ne va pas créer un pile d'emploi. Ça ne va pas créer un emploi, ça ne va pas attirer un pile d'investissement. Premier problème. Deuxième problème, 93% d'entreprises qui sont dans le pays, c'est des entreprises qui appartiennent à des individus. Ça veut dire que le modèle économique que nous gagnons, c'est un modèle économique 16e siècle.
Il n'a rien à voir avec question d'amélioration de capital et joindre, comme si réduit part d'endettement entrepriseux et augmenter les capacités pour mobiliser des fonds propres, tant coup et des institutions modernes permettent de faire. Ça que vous faites, c'est loi pour changer. Ça que vous faites, c'est politique pour changer. Ça que vous faites, c'est normes pour changer. Mais on travaille sur toute question ça. Mais c'est des bagages qui prennent du temps ça. Enfin, pour changer. Parce que la commission de réforme du droit des affaires du travail, nous déposons déjà dans le Parlement 5 lois en juillet 2012. Nous proposons 15 nouvelles lois et qui prennent vocation à attirer l'investissement dans le pays, favoriser que des jeunes qui font sortir de l'université, qui n'ont pas de héritage, qui créent une entreprise. Comment vous voulez pour un monde qui n'a pas des héritages, qui a créé une entreprise qui fait sens et qui permet à l'affronter le marché international demain matin, avec, s'il pas utiliser des instruments modernes qui existaient, sociétés anonymes, des types de l'autre société qui existaient, qui, dans l'économie haïtienne, nous avons moins de 1% de sociétés qui gagnent un statut juridique société anonyme. Donc, modèle, ça n'est pas dans le pays. Donc là, nous dit créer emploi. On a remarqué depuis 25 ans, chaque fois qu'on a parlé de politique d'emploi, nous faisons emploi à haute intensité de main-d'œuvre. Le gouvernement fait des projets de route, fait de gabionnage de rivières, etc., etc. Mais le secteur privé à lui-même, qui a moteur, qui a locomotive pour créer emploi, ça, pas rien que dit pour lui. Alors que justement, c'est seule garantie pour créer emploi. Et c'est ça qui fait que le travail aujourd'hui, c'est d'abord travail pour susciter de nouvelles vocations, faire de jeunes qu'on est, c'est pour CV pour gagner, son projet pour gagner. Mais leur projet, il faut l'encadrer. Et tout le bagage, ça, on travaille sur ça pour nous si gagner de l'autre entreprise qui crée. Je vais prendre un grand exemple. On paye tant pour Philippines en 2011. Il crée plus d'1 million d'emplois. Mais parce que ils travaillent sur ce qu'on appelle outsourcing, c'est-à-dire externaliser un ensemble de fonctions que des grosses entreprises, pour faire comptabilité, pour faire des rapports, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils doivent des firmes faire ça. Et ils créent 1 million d'emplois. Par exemple, l'or est dans téléphone pour acheter un billet d'avion pour American Airlines. Ou ils doivent c'est juste en Indonésie, ils doivent c'est en République Dominicaine, ils doivent n'importe qui côté. C'est pas aux États-Unis que même pour réparer n'importe qui. Ordinateur. L'idée, c'est quoi? Ils créent 1 million d'emplois en un an. Donc, mais pour faire ça, il faut loi changer. Par exemple, nous déposons une loi dans le Parlement depuis juillet sur question de commerce électronique et administration électronique pour permettre qu'une transaction qui est faite à travers Internet soit reconnue comme pièce juridique. Je veux dire, un document qui est envoyé par email pas existé juridiquement. Donc, là, on a dit, il faut connaître que son pays qui embossé dans le passé et qui pas voulu faire évolution pour passer même au code de commerce Haïti, code de commerce d'Haïti, il date de 1826, je répète ça 1000 fois. L'autre jour, on Français qui travaille dans le BID, n'a parlé sur l'affaire télécommunication, et puis il y a une loi, il y a une juriste qui est autour de table, il y a une loi à évoquer, qui datait de 1983. Et la fille a pris sa tête pour dire, mais il ne pas comprendre que une loi de 1983 qui a réglementé télécommunication, je veux dire. Et c'est la loi de 77, ce n'est pas la loi de 83. Comment dire ça? Comment ça m'a dit là? Une loi de 83, me Français, il ne pas comprendre. Alors que me dit que le code du commerce haïtien, il datait de 1826. Donc son pays qui bloquait dans le passé. Donc exactement, j'avais soulevé, il a tout à fait raison lorsqu'il évoque cette question, disons, légale. Et là, c'est là que toute ma question est. Et bien souvent, on parle que, par exemple, l'on a regardé que nous avons parlé de CARICOM tout à l'heure, si nous avons retourné sur CARICOM rapidement. L'on a regardé où est que, qui ça n'est négocié avec CARICOM et ça n'est pas pour nous faire. L'essentiel, c'est au niveau légal que le bras lié. Parce qu'il faut changer la loi. Loi que là déjà, il faut changer. Il y a un paquet de domaines qui n'ont pas que cadre légal qui régit. Vous comprenez le problème, non? Pas aucun l'autre domaine, pas des domaines qui n'ont pas aucun cadre légal qui régit. Premièrement. Deuxièmement, au niveau de CARICOM, l'un pour un tarif extérieur commun, il faut harmoniser le tarif extérieur commun avec le tarif douanier national. Et pas oublier que les tarifs douaniers en général sont loyaux. Donc, plus en avant, l'on fait tout le travail, ça, il faut envoyer le Parlement pour le Parlement ratifier. Maintenant, ça me dit nous sur ça, c'est que au niveau de ça déjà fait, une loi de finances qui était sortie en 2009 sur René Préval, qui était harmonisé environ 1600 lignes tarifaires. Côté que, actuellement, il y a environ 40% du tarif douanier national qui est harmonisé avec le tarif extérieur commun. Bon, j'ai eu une conversation avec le responsable du bureau de la CARICOM en Haïti qui m'a dit qu'il y a une décision. Haïti a demandé au COTED l'autorisation de pouvoir commencer les échanges commerciaux au niveau des 40%.
qui sont harmonisés avec le tarif extérieur. Depuis décembre. Et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il reste 60% harmonisés et là, se trouve le travail à faire. Deuxième aspect, pour que les échanges commerciaux puissent se dérouler sans problème, il faudra également changer la législation, le code douanier, qui incorpore ce qu'on appelle les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce qui se retrouvent au niveau du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article 7 sur la valeur en douane. Il faut changer le code douanier pour intégrer nouvelles dispositions de l'OMCE qui applicables à valeur en douane. Ensuite, il faut mettre en œuvre les règles d'origine. Heureusement, au niveau de la facilité qui a été demandée par Haïti après le tremblement de terre, qui s'appelle accès préférentiel non réciproque, où 42 lignes tarifaires bénéficient actuellement d'une libéralisation au niveau intra-régional, c'est-à-dire les produits qui sont classés dans ces lignes tarifaires vont pouvoir rentrer sur le marché de la CARICOM pendant 3 ans sans libre de tout droit de douane. Mais ça finit en 2014. Hein? Ça va se terminer en 2014 et moi j'ai négocié cette affaire avec la CARICOM au moment lorsque j'étais au bureau et de concert avec le ministère du Commerce, etc. Donc il va y avoir une question fondamentale aussi à soulever, à résoudre par rapport à la question légale qui est posée. C'est la question de la Cour caribéenne de justice. Or, nous avons 2 systèmes de droit. En Haïti, nous avons un système qui est basé sur le droit civil et au niveau de la Caraïbe, c'est le droit anglo-saxon, la common law qui est appliqué. Donc tout ceci, il faudra faire. Et par-delà de tout ça, nous allons combat qui va arriver plus devant, côté nous allons parler de l'harmonisation des législations. Cour de justice. On va parler de l'harmonisation qui va le faire au niveau des droits de propriété intellectuelle. On va parler de l'harmonisation douanière. On va parler de toute une série d'harmonisations. Et ce sera un petit peu plus en avant dans le deuxième palier du traité de Chaguaramas révisé. Le premier palier, il faut prendre toutes les dispositions pour que les échanges commerciaux puissent commencer. Ensuite, le deuxième palier, vous aurez tous les domaines à mettre en œuvre. Voilà, deux invités, je dis à l'émission Sans Détour, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, et puis l'économiste Jean-Daniel Elie. Mais avant de, si je peux placer un mot... Nous allons vouloir retourner, absolument. Donc, 2 invités pour parler de CARICOM, donc c'est au prétexte parce que Haïti lui-même l'a accueilli et Somméa lundi et mardi en pile préparatif et fête et nous pourrons le faire poser et nous tout à l'heure. La chute d'eau se jette dans 4 bassins très profonds d'un bleu éclatant. Une superbe cascade. « 7 jours sur 7, 7h PM, Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Ou c'est fanatique boule cap roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la fait sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez un bon jambette sous toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'aéro en forme, l'aéro en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, c'est Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h du soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans la fait sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Ganti.
Et nous de retour, et merci pour attention. Nous, sous plateau aujourd'hui, à deux économistes, le ministre Wilson Lalo et puis l'économiste Jean-Daniel Elie pour nous parler de CARICOM plus précisément et Haïti dans CARICOM. Haïti qui a accueilli lundi 18 et mardi 19 février, donc demain lundi à 24e sommet CARICOM et jeudi dimanche depuis 8h30 et invité yo et commencé entrer dans le pays, en tout cas selon information que le ministère de la Communication a communiqué à la presse. Il y a 11 chefs d'État et de gouvernement et qui ont participé à sommet ça ou délégation de centaines de monde que nous attendons pour lundi et mardi dans le pays pour sommet CARICOM. Dans le siège là, c'est à Caribé, le ministre commercial a dit ça, et puis deux côtés Caribé et puis hôtel et Oasis. Justement, avant de nous rejoindre, nous pourrons voir des images et ça c'est la route de l'aéroport. Nous voyons très rapidement et banderole et avec une photo président Michel Martelly qui souhaitait la bienvenue à chef d'État et tout le monde a venu, les leaders régionaux, Henri Leconsa de CARICOM qui a entré dans le pays tout le long de la route depuis l'aéroport là. Nous avons des décorations, des drapeaux, et des drapeaux haïtiens bien évidemment, et puis drapeaux CARICOM et nous avons souligné que il y a des travaux qui étaient faits sous route là pendant pratiquement tout le mois, fin décembre et janvier, justement pour être capable d'accueillir et ou fait que personnalité ça ouais l'autre image de pays plutôt de belles images que yo descend dans l'aéroport là pour yo capable arriver et on dit c'est là c'est Pétionville et puis avec Juvénat côté sommet en fait voilà c'est route de l'aéroport que nous filmé dimanche matin pour nous une idée de préparatif et qui fait ça gouvernement fait pour accueillir Mouno et puis qu'on y a là c'est 2 jours qui Jean li et pral et vraiment est passé. Donc nous avons retourné sur le plateau avec invité nous le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Wilson Lalo, puis l'économiste Jean-Daniel Elie, ancien directeur général du ministère du Commerce, et puis ça qui est important qui fait même inviter là je dis c'est parce que lui-même lui travaille et vraiment sous toute négociation qui vient aboutir à adhésion d'Haïti à la CARICOM. Là me dit adhésion m'en envie ajouter définitive. Si me dit définitive là est-ce que l'adhésion est définitive, c'est correct. Okay. C'est correct. Et nous allons retourner à la case départ et par rapport à ça ministre ça me dit tout à l'heure tout, c'est que c'est mise en œuvre c'est au niveau de mise en œuvre actuellement. Et la mise en œuvre, ça va prendre du temps. Il l'a dit. Okay. C'est pas, son bail qui va le dépasser, qui va aller au-delà de ce gouvernement. Non, carrément, oui. Parce que nous avons plus que 20 ans là, depuis. Non, nous avons tâtonné. C'est ça. Non, la partie de traité, et le Livini. Oui, pratiquement. C'est 30 ans après. Oui, absolument. Oui, 40 ans. Oui. Oui, maintenant. Tout à l'heure, 2 secondes. Okay. 2 secondes. Ou quand me dépose une question, l'homme dit, nous pratiquement foncé pour là, comme on a fait histoire là, essayer, montrer mon côté Haïti, sorti pour lui là, je dis là, à tout ça, nous pouvons poser une question là, est-ce que nous sommes capables d'exploiter vraiment sa intégration, sa cabane nous, mais dit, est-ce que nous pas pousser porte là, parce qu'au départ, je retourner sur question là, permettre, mais retourner sur les pour nous tous les deux, parce que tu participé dans la négociation, au départ, c'était qu'il y a des pays qui pas trouvé de bonheur que Haïti ait intégré la CARICOM. Comment nous faisons point sur ça très rapidement, et puis pour nous venir garder, pour nous venir sur. Sur question ça, je dois dire tout de suite que la négociation était manquée capotée, pour qui ça, sur la question du riz. Ça fait m'insister en pile sur ça. Parce que question RIA au niveau de CARICOM sont fondamentales que liées. Et pour 2 pays, particulièrement là-dedans, c'est la Guyane. Là où se trouve le siège de la CARICOM. Ok, la Guyane. La Guyane. Parce que pour nous, oui, parce que pour nous bien connaître, parce qu'il y a une Guyane française. Non, c'est la Guyane anglaise. Maintenant, parce que nous avions proposé à ce moment-là de maintenir les 3%. Pourquoi? C'est pour sauvegarder les questions sociales que le ministre a dit là. Maintenant, la Guyane ne voulait pas, voulait que Haïti applique d'entrée de jeu les 25% du tarif douanier. Vous comprenez? Maintenant, en appliquant 25% du tarif douanier, plus ajouter les 18%, ça vous aurait fait peut-être un taux d'imposition effective de l'ordre de 40
43%. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on pouvait justement, le gouvernement de l'époque pouvait accepter justement à aller dans ce sens? Moi-même, je dis, parce que la population, c'est dur seulement, pratiquement manger au quotidien. Parce que j'ai une information que j'avais oublié de donner tout à l'heure, c'est que, bon élément fondamental que nous négocions avec CARICOM, tout, c'est pour nous essayer de sauvegarder l'aspect social ça, que le ministre a soulevé tout à l'heure. On a négocié une affaire de 500 lignes tarifaires. Et dans ces 500 lignes tarifaires, on a voulu maintenir les taux de droits de douane au taux actuel. C'est-à-dire, on avait pris en considération pas mal de variables, par exemple le coût de la vie, par exemple la progressivité des droits, par exemple, il y a des produits, par exemple, si tu n'as pas mis ton taux de droit de douane immédiatement pour harmoniser ton taux de droit de douane comme avec taux de droit de douane tarif extérieur commun national là, automatiquement, il t'a pas grimpé prix qui vient faire que tu as sorti sur affaire de contrebande. Tu n'as pas la croix de contrebande davantage. Et tu as l'autre aspect que nous tenu compte de, par exemple, la protection de la production nationale aussi, parce qu'il y a certains produits que nous avons estimé que c'était nécessaire pour nous garder maintenant maintenu un taux de droit de douane valable sur eux, qui te permet nous, au bon volume, considérer aspect, disons, tarif douanier. Maintenant, nous avons besoin de fonds. Nous devons faire une petite digression, parce que même qu'il faut préciser pour nous qui écouter et qui regarder l'émission, que l'un parler de CARICOM, nous dit c'est son intégration qui est graduelle, même pour Jamaïque et Trinidad qui est là depuis le début, il n'est pas forcément parfaitement intégré. Son intégration comme graduelle. Mais Jean-Daniel souhaite expliquer ça très bien, que l'intégration ça lie d'abord économique. C'est-à-dire c'est une union douanière qui est la première étape de l'opération ça. Et le gain en considération que fait tout à l'heure, là, nous avons précisé pour nous que notre union douanière, ça veut dire que c'est le même territoire. Donc la Guyane produit du riz, très bien. Haïti importe du riz, Haïti produit pas assez, donc il importe du riz. Gain que si Haïti rentrait tout à fait en dedans, ça les tarifs extérieurs communs. C'est un coup sous forme de barrière. Nous dit que 14 pays ça en dedans barrière. Et en dedans barrière, c'est un coup un territoire unique que c'est un coup Haïti. On production de Port-au-Prince qui prend le Jérémy. Différence entre prix Port-au-Prince et Jérémy, c'est le prix de transport. C'est ça le tadouillé. De ce point de vue-là, si Haïti d'accord intégrer CARICOM, il peut faciliter que les ont accès privilégié à des biens qui sont Guyane de l'autre côté, à des coûts rabattus. La grande difficulté de cette affaire, c'est le fait que par les connectivités, par les connexions, pays pas capable de vendre à l'autre. Haïti a pratiquement 11 jours de bateau de Bahamas. Au mango haïtien, aller aux États-Unis d'abord avant que lui vienne Bahamas. Il fait 4-5 jours, une semaine avant que lui vienne Bahamas. Parce que nous pas régler les liens commerciaux. Donc, parler de union douanière, parler d'intégration économique, c'est d'abord parler de connecter petits pays. Ça, et là, nous allons rentrer sur ça pour montrer toute possibilité de gagner. Donc, en réalité, dans la négociation, difficulté de gagner, c'est qui effort toute institution va faire en même temps pour que nous mettions en place, ça nous devons mettre en place ça pour nous bénéficier de l'appartenance à groupe. Là. Parce que c'est quand même 18 millions d'habitants que ça vient de faire. Et le des niveaux de revenus qui distribuent dans la région, c'est quand même, on dit, Jamaïque a un PIB per capita, richesse chaque Jamaïcain 7 fois et demi, richesse chaque Haïtien, sous regarder production que vous faites par année. Et la Barbade aussi. Et des petits pays comme Bahamas, ou bien la Bahamas est même beaucoup plus riche que ça. Donc, la réalité, c'est que l'un intégré bloc ça, il vient de faire qu'au lieu que nous gagnons 10 millions de monde pour nous vendre un produit que nous faisons ici, nous gagnons 18 millions de monde pour nous vendre. En plus, les populations flottantes, pour l'année 2011-2012, c'est 23 millions de touristes que la région Caraïbe recevoir naturellement au Mété Cancun, Mexico, la dernière, République dominicaine. Mais quelques argent considéré, c'est quand même un volume important, 23 millions de monde en plus, qui viennent sur la Caraïbe et qui besoin de manger, qui besoin de l'eau, qui besoin des services, qui besoin des services, des artefacts, etc. Donc, en fait, rentrer dans l'union douanière, ça, faire effort pour rentrer dans l'union douanière, là, ouvrir des possibilités extraordinaires, parce que le le permettre non seulement que ou attirer des investissements de plus grande dimension, il va permettre qu'on bénéficie d'économies d'échelle, c'est-à-dire, là, me parler d'économie d'échelle, là, c'est-à-dire, au lieu que me produit une usine qui a produit 500 souliers, et puis, étant donné taille marché dans tout petit, me fait 50 souliers. Là, me fait 50 souliers, mais coût unitaire chaque soulier,
C'est sous 50 que me calculer. Donc ça vient faire, alors c'est sous 50 me calculer. Il vient faire que chaque soulier coûtait très cher, donc je obligé de vendre ni très cher. Donc le produit n'est pas compétitif. Mais si tu produis 500 souliers, dans la même usine, non, parce que comprenez bien, m'achète ton machine a fait 500. Si je fais 50 avec lui, ça veut dire qu'il y a 450 que je ne pas faire. Et que je suis obligé de payer avec prix 50. Donc le problème là, il vient faire que l'inefficacité économique, à cause de taille marché trop petit, vient faire que n'est pas compétitif, il n'est pas qu'à vendre. Donc là, on entre dans un type d'espace comme ça, Haïti, pour moi-même, c'est un terrain qui peut être extrêmement avantageux pour Haïti. Ou bien dire, il pourrait aller. Nous avons discuté ça depuis 10 ans, mais question là, justement sur l'avantage, est-ce que Haïti est prêt, je dis, pour le cas? Il faut commencer. C'est-à-dire, nous avons depuis le signé accord, on a parlé de ça, que mais des avantages, ça, les mêmes capables d'offrir nous. Et je dis, nous continuons à dire ça. Et est-ce que l'on a regardé sur le terrain, qui ça qui fait pour nous profiter? Avantage là, mais est-ce que nous-mêmes nous prêts, dans combien de temps nous sommes capables prêts pour nous profiter de l'opportunité ça que nous-mêmes, Haïtiens, Haïti qui n'a qu'à comme dans la bonne. Il faut commencer par comprendre qu'effectivement, nous faisons partie de l'union douanière, comme le ministre a dit, et que nous avons des avantages là-dedans. Nous faisons qu'à faire ça. Oui, mais nous t'es déjà connus. Non, mais nous connaissons qui va rentrer. Non, pour les autres, nous connaissons qui ça n'a pas rentré. Non. Entendons-nous bien. Nous comprenons l'aspect approche que vous voulez venir. Ça veut dire que, une approche en général, un pays qui veut signer les accords de libre-échange ou bien des accords qui mènent à la constitution union douanière ou bien autre, c'est parce que le plus souvent, le pays ça qu'on gagne des excédents de production que le besoin écoulé. Le cas par exemple de la République dominicaine vient rentrer, à chercher pour rentrer dans des accords soit de libre-échange ou d'union douanière, c'est pour écouler des excédents de marchandises. Mais maintenant, l'inverse est tout aussi vrai. On doit effectivement, ou pas qu'on joue un niveau de production mal et en même sens que le ministre a là, ou pas qu'on joue atteindre un niveau de production ça qu'on a besoin pour essayer de vendre sur le marché, mais on a développé la capacité ça. Mais nous avons entendu parler de ça. Non, mais à ce moment-là, il faut venir avec des politiques publiques, c'est ce qu'il essaie de dire. Oh non, même pas. Il faut venir avec des politiques publiques. Non, on ne va pas parler du ministre, on a quitté le ministre, il répond sur ça. Non, même d'accord. Oui, même d'accord. Il faut venir avec des politiques publiques. Et il y a une politique publique qui toujours fait défaut à pays, ça et que je vais retrouver actuellement là tout. C'est la gestion du commerce extérieur. Et là, on dit gestion du commerce extérieur, la prise en charge du commerce extérieur de préférence. Et là, on dit la prise en charge du commerce extérieur, c'est la prise en charge du volet exportation. Donc, lorsqu'on parle d'investissement, il faudrait d'abord que nous commencions, lorsqu'on parle d'investissement, attirer des investissements qui sont orientés vers l'exportation. Parce qu'on doit attirer des investissements qui ne sont pas même dédiés à un marché local, à un marché national. Donc, on doit effectivement, la République dominicaine l'a fait. On peut exploiter, par exemple, Haïti a raté l'occasion de développer cette capacité industrielle, cette capacité de production dans les années 70 en exploitant les schémas de préférence régionale et généralisés. Ce qui veut dire qu'on a le choix de développer l'industrie de la sous-traitance textile, etc. Mais nous pas essayer de faire ça nous les job que l'Indonésie fait, que un paquet de pays en Asie du Sud-Est fait. C'est-à-dire exploiter les préférences généralisées, développer un type de production qui est axé sur les préférences que produire bénéficier sur des marchés déterminés. Par exemple, le marché américain, le schéma américain avait offert pas mal de possibilités à Haïti pour que tu diversifies en production nationale. Il n'est pas fait. Et ce qu'on n'a pas retrouvé encore, moi, j'entends des discours pour dire qu'on attire l'investissement. Mais quid de l'aspect exportation, la production orientée vers l'exportation? Peut-être qu'on va poser le ministre la question. Ah non, monsieur va répondre. Monsieur va répondre sur ça très rapidement. Vous savez, dans l'intervention, ça a tellement de paroles qui dit c'est compliqué. Il faut me intervenir sur plusieurs points en même temps. Mais bon, pour me répondre de manière directe à la question sur l'exportation, Jean-Daniel Ly travaille dans le ministère du Commerce. Il a fait carrière, il a passé sa vie au ministère du Commerce et de l'Industrie. Il sait de quoi il parle. Et moi, il connaît ça, ça veut dire, là, on a parlé d'exportation. Si nous regardons les paniers d'exportation d'Haïti, ça me les paniers d'exportation d'Haïti, ça n'a pas vendu. Depuis Jean-Claude Duvalier allé, c'est-à-dire depuis 1982, quantité de biens dans le panier a diminué. Okay? Depuis 1982. Et je dis, n'est-ce pas? Si bien que
mango qui pas dans panier du tout, c'est lui qui vient pratiquement dans produits agricoles comme c'est dans type de bien qui est vraiment endémique à Haïti. Okay. C'est mango qui a un rôle qui est important. Sinon c'est textile et textile là représente pratiquement 90%. 80, je crois que c'est et même le textile, c'est la réexportation. Ok, comprenez bien, ça veut dire que son pays qui est extrêmement vulnérable, mais ça, c'est des bagages, le tape dit, il est facile pour dire, mais il faut regarder qu'est-ce que ça prend pour mettre une vraie politique. Alors, attirer investissement, on prend balade. Parce qu'en fait, bon, confusion, le monde dit balade, on n'est pas sûr que tout le monde comprenne de quoi on parle. L'on a parlé de au monde qui a produit, au monde qui vient on acte de produire un bien en côté. Nous dit c'est un monde qui prend un risque extraordinaire. Nous dit pour un risque, mais risque ça a décliné dans des sous-risques. En fait, il y a plusieurs risques pour investisseurs. Le premier risque, c'est déjà, est-ce que transaction est respectée, droit de propriété est respecté. Et c'est ça lui-même terrible. Regardez, ça ne gagne sous droit foncier en Haïti. Ce n'est pas deux personnes qui ont essayé de faire des investissements qui ont des problèmes avec terrain, il y a 25 personnes qui revendiquent. Et tribunal eux-mêmes, comme si qui pour régler, qui pour faire tribunal d'arbitrage, les réunit une fois chaque jeudi. Et même cas, il doit faire 6 mois, il n'est pas traité. Donc, un investisseur, il y a 202 pays et territoires sur la terre, il ne peut pas perdre du temps dans nos pays pour régler un problème dont il n'y a pas qu'à balayer pour le fonds investissement. Ça, c'est le premier gros problème que nous avons. C'est ça, le système légal, nous, une grande personnalité dans le pays qui font commentaire une fois, et moi-même, je crois qu'elle a vu juste, pour le dire qu'un peu le monde croit que c'est militaire qui fait le plus grand tort à ce pays, et il dit en réalité, c'est les hommes de loi. C'est fort, cette phrase, mais lorsqu'il y a des systèmes légaux, il n'y a pas un système légal qui a une dynamique de promouvoir le pays pour faire ouvrir les perspectives qui devant nous. Donc, le problème foncier, c'est un problème qui est surdéterminant, il est terrible. Donc, il bloque les investisseurs. Deuxième problème, où gagner, les gens qui peuvent investir la Kaoua, ils finissent avec le problème de propriété, de droit de propriété. Ils ont un problème de est-ce que il y a un facteur de production, est-ce que les gens sont formés dans le pays, est-ce que les gens qui ont travail dans ça besoin de faire. C'est ça, il faut regarder le mode de spécialisation Haïti fait, c'est planter banane, c'est agriculture, et nous avons textile parce que nous ne sommes pas spécialisés. D'accord? Par une formation qui est appropriée. Ces affaires-là, on prend deux cas là pour montrer, y compris la loi, où vous remarquez ça pour faire, côté groupe d'intérêt dans la société, de faire échange, discuter pour dire qu'on peut pas changer le système légalement. Et c'est des batailles dues, de groupes d'intérêt. Ensuite, pour porter le devant Parlement, et on a regardé toute difficulté qui gagne pour faire une loi passer dans le Parlement. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, moi, je parle de Mounio, facteur de production. Est-ce qu'il est en place? Eh bien, Mounio nous dit qu'il n'y a pas forcément à niveau pour permettre que des investissements nouveaux viennent, ou bien études qui vous faites pour dire, étant donné ressources humaines que nous avons, capital humain que nous avons, étant donné mode d'orientation que nous avons, professionnel que nous avons, qui type d'investissement qu'a fait dans le pays. Travail ça, vous fait, mais ça a demandé longtemps, ça a demandé de la patience. Troisième risque que les gens qui vont investir, alors pas parler de questions de taux d'intérêt, de problèmes monétaires, même pour un cas, c'est les ressources humaines. L'autre risque qui gagne dans une décision d'investir, c'est par exemple, est-ce que l'homme fait bien de côté pour me vendre? C'est la fois pour remarquer, en pile pays qui pas réussi à développer le marché intérieur, il a pas tiré des investissements pour produire des biens que le marché extérieur blé dans la mer. Et c'est ça qui fait que moi, dans ça que je dis là tout à l'heure, je ne suis pas très à l'aise avec lui, par rapport à énorme volume de qui fait dans le ministère du Commerce et de l'Industrie depuis un an, 4 mois que nous vivons dans le ministère. Ça. Dans le ministère, là. Jeudi, on a fini en politique, c'est ça l'offre exportable. Ça veut dire, pour me faire une vraie politique d'investissement, il faut me connaître déjà le marché intérieur, qui ça a le besoin. Mais deuxièmement, bon bande de pays, l'Inde a demandé pour faire comment dire, libre-échange avec Haïti. Canada a négocié ça. Nous, on est dans CARICOM. L'Union européenne a demandé ça. Il y a des études qui étaient faites déjà, mais qui ont besoin d'actualiser pour nous connaître comment, justement, nous positionner l'investissement pour nous dire, mais qui marche devant? Qui risque ça à diminuer déjà? Parce que sous produit tel bien, mais qui est-ce qui va l'acheter? Le ça, on va négocier des meilleurs taux d'intérêt à la banque. On va convaincre un entrepreneur pour le venir là-dedans, parce qu'on montre qu'il n'y a pas besoin de faire étude de marché, il n'y a pas besoin de faire ci, faire ça, le gouvernement fait le déjà. Deuxième bagaille, la question de normes. Nous inaugurer le bureau de normalisation dans le ministère là, nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes tout à fait en place, mais il faut commencer quelque part, parce que ça prend des laboratoires, et dans le pays,
nous avons 4 ou 5 laboratoires qu'on a utilisés dans la question pour faire évaluation de produits. Mais 4 ou 5 laboratoires, ça pas une là-dedans qui est aux normes. Et là, je dis pas aux normes, il y a une là-dedans que nous faisons à l'université. Alors, nous avons travaillé à faire avec l'université qui a évalué, qui dépend de nous. Eh bien, pas dépend de nous, qui dépend de l'administration de l'État. Eh bien, l'information nous est à la limite triste pour dire nous que c'est un laboratoire qui a moins de 10% de salle d'adouiller pour recevoir accréditation internationale. Pour le mettre un saut sur un produit, 10 produits savon, et puis au niveau international, il fait confiance. Ensuite, nous avons une question, nous parlons de normes, mais nous parlons également de mettre en place un système de qualité. Et système national de qualité, nous commençons avec un projet sur la traçabilité des produits. Et bien là, nous sommes obligés de faire des cas expérimentaux. Nous prenons les légumes, parce que nous connaissons pile gaspillage qui fait dans fruits et légumes. Eh bien, nous prenons la région de Keskov comme zone expérimentale, côté justement du paysan, même tel que la plante sous l'IA, pour l'entrer dans la chaîne, jusqu'à produire qui arrive sous tabou. Nous avons besoin de vérifier qui part pour produire, pour nous connaître que le produit a contaminé, etc. Parce que ça, lui-même, en Haïti, nous pas conscients de ça, mais il bloque, et ça fait que, par exemple, depuis 1973, Haïti a une forme d'embargo virtuel ou officiel, par exemple à Bahamas, côté où nous devons vendre dans nous vendre d'autres bagages, mais en réalité, nous ne pouvons pas vendre rien d'officiel qui sortit dans l'agriculture haïtienne dans Bahamas. Alors que Bahamas, c'est 300 000 personnes, 334 000 personnes, c'est 1,5 million de touristes par année. Et puis, ils n'ont pas produit grand-chose. Et ils tout prennent. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dans le nord-ouest, eh bien, chaque jour, ils doivent plein de bateaux à le manger. Mais manger, ils ont sorti qui côté. Je dis, un brocoli qu'ils ont consommé dans Bahamas, il a apporté juste d'Israël. Donc, non, ça veut dire que... Il y a raison pour ça. Mais c'est la question de normes. Ah ben c'est ça. La question de normes. Mais c'est ça, mais la météo en place. Mais c'est la mise en place qu'on fait. Ok. Bon, monsieur le ministre, alors, mon gars, la question c'est est-ce que, je dis, nous sommes capables d'exploiter toute opportunité économique que l'autre État membre offre nous? C'est ça qui va le développement ça. Donc, même les fin de $, la réponse c'est non. Mais on mise en place pour faire, c'est ça, Bdou. Non, oui, non. Donc, je dis à la. Donc réponse, n'a travail sur ça. Donc, je dis à la réponse, c'est non. Non, pourquoi? Non, ça veut dire, je dis à. Non, question non, c'est est-ce que je dis à nous en mesure pour exploiter toute opportunité? Non. Non, oui, d'accord. Faut mise en place. Ok, nous par exemple, il a parlé de la question des normes. Par exemple, soit exporter dans CARICOM, là. Vos situations privées là, tu permets, Marie-Lucie, tu permets. Non, parce que même besoin tout à l'heure. Non, c'est la même chose. Question non ou bah pratique. OK, donc je dis à mise en place à fait. OK. Je dis à la pratique. La réponse est oui pour certains produits, mais pas non pour tout type de produits. Je prends un cas. Prenons le cas des 42 lignes tarifaires. Si tu permets. Le Premier ministre d'Antigua et Barbuda, il fait le voyage d'Haïti pour venir visiter les moulins d'Haïti. Bon, ça a son dossier. OK, pour visiter les moulins d'Haïti parce que farine qui produit dans la région est bien réputée, pas forcément de meilleure qualité que farine que produit en Haïti. Et en termes de coût, eh bien, il est plus compétitif que farine dans cette région. Eh bien, il vient pour le vin, ouais, qui conditions pour que farine haïtienne n'est arrivée. Au contraire, seul problème, nous avons fait pour farine Antigua et Barbuda, le fait que nous ne sommes pas membres, nous pouvons intégrer le tarif extérieur commun caribéen. Comprenez bien. Ça fait une journée, on a fait mise en place depuis décembre nous allons dans côté nous justement faire et prendre des décisions que nous voulons intégrer le tarif extérieur commun et nous préparer un dossier technique côté nous justifier pour que ça nous entre. Ça va nous faire objet de discussion avec le détail de gouvernement que Haïti voulait intégrer le tarif extérieur commun. Naturellement, nous allons le faire de manière graduelle. Les 42 lignes tarifaires que Jean-Daniel Elie parlait de lire, eh bien, il faut commencer déjà par ça. Ensuite, pour nous faire des études plus précises, pour nous avancer vers l'autre chose. Déjà, CARICOM l'ancien, les APE, puis on l'autre dossier qui à peu près le même type de dossier et qui fait que nous faisons un libre-échange avec l'Union européenne. Eh bien, APE, ça va permettre que justement, que nous élargissions encore plus le marché ça pour certains types de produits. Jean-Daniel Elie, souffrir là, me poser une question. Je dis là, combien de produits vendables que nous gagnons de farine, on allait de façon pratique. Je veux dire, des produits que nous sommes capables de vendre dans le CARICOM et qu'il n'y a pas accepté, qui respectent les normes. Les produits artisanaux, nous, c'est champion. Les biens culturels, on prend les biens culturels en général. Haïti, c'est champion, c'est le meilleur de toute la région. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement. Et ils ont entré, là, ils ont entré sans problème, pas gain. Non, c'est question de connectivité. On parle de problème de connectivité. C'est résoudre le problème de connectivité pour permettre que le produit soit sorti en Haïti, à l'autre bord. Mais en réalité, oui, la réponse est oui.
On peut le vendre et ça va être accepté immédiatement. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes parlé de farine. Je ne vais pas parler de bière prestige. Je ne vais pas parler de Barbancourt. Je ne vais pas parler de ciment d'Haïti. Parce que nous avons importé des ciments d'Haïti qui de qualité médiocre, alors que nous avons produit un ciment de meilleure qualité, mais que nous n'avons pas réussi à mettre en perspective. Pour qui ça? Parce que le niveau de production ciment en Haïti est faible. Investissement que vous faites dans le secteur, beaucoup suffisant. Mais c'est tout le travail que vous avez fait. On ne pas parler de lui parce que question de lui-même, il précise. Ça nous beaucoup travail sur lui. Qui produit même avocats, Madoumago. Non, mais question on est mal posée. Pour qui ça le mal posé? C'est parce que un problème fondamental. Il y a ce qu'on appelle le libre-échange intra-CARICOM. Le ministre a expliqué ça tout à l'heure. CARICOM sont une union douanière liée. Là, on a parlé de tarifs extérieurs communs. Tarifs extérieurs communs, il n'est pas appliqué non, au niveau intra-CARICOM. Il est appliqué son tarif qu'on a appliqué aux biens de provenance extra-régionale. Ou bien 3 cas, ou bien 2 cas, qu'on pour l'appliquer un taux de droit de douane à l'intérieur de CARICOM. Bon, j'explique ça pour me sortir sous ça, on a discuté là, oui. Ou bien, lorsque la marchandise ne répond pas aux normes, ou doit exporter une marchandise en CARICOM, non, il n'a pas respecté les normes CARICOM, automatiquement, l'État même qui a posé la marchandise, ça l'a fait lui-même. Il bloque la marchandise là, et puis il ne pas répondre aux normes, il applique un taux de droit de douane. C'est ça la question, non, oui. C'est sous norme, non, ça va dire bonjour. Ou pas comprendre ça. Tout à l'heure, non, tout à l'heure. Comme on dit, non, nous ne pouvons pas comprendre son pile bagaille. Non, tout à l'heure, non, tout à l'heure, même peut-être ça, mais question, non. Récemment, le président Martelly est sorti dans une réunion, il dit, nous-mêmes, ouais, sous question qualité à produit, nous avons 3-4. Quoique, bon, je ne sais pas si les journalistes souhaitent un loisir, pas de poser la question. Mais je dis, là, où il y a un grand pile, même question, c'est vrai, nous travaillons, nous avons longtemps, nous travaillons, nous fait de façon graduelle, nous considérons la situation d'Haïti, tout problème nous gagnons. Mais je dis, le problème, qui ça nous gagne pour nos fruits? C'est-à-dire là, je dis, mais là, non, plein bagaille pour offrir. Regardez, on a fait une étude en 2002. Attends. Plein bagaille pour offrir. Il y a des attaques à aller, mais si on n'a pas de qualité, on va accepter. Non, mais définitivement. Mais il faut travailler sur ça. Il ne faut pas décréter. Ça ne se décrète pas, ça. Non, mais entendons-nous bien. Et puis, si tu m'as je pose des questions, c'est un coup, c'est un bagage qui a un rapport avec l'État. Ah non, pas du tout. Non, il faut me préciser pour. Parce que là, on a parlé de commerce, on a parlé de vendre des biens fabriqués par le secteur privé. Et services également. Et biens et services. Quel est le problème d'Haïti? Le problème d'Haïti, déjà dans le CARICOM. Tout à l'heure, on a fait digression ça. L'homme dit que mode de spécialisation investisseur fait que, bon, à cause de toute ambiance politique, instabilité politique, on a de problèmes, Mounio, vraiment, c'est de très court terme, c'est acheter, revendre, il a fait. Donc, l'ordre dit CARICOM, vous remarquez, le secteur privé a lui-même, il a besoin d'évoluer, il a besoin d'adapter, pour lui-même, il connaît que lieu qui, comme si, gens pour faire richesse, pour créer un peu de richesse, c'est produit pour le produit et pour profiter de tout le marché que nous avons parlé de lui, 18 millions réels et 41 millions, 23 millions virtuels. Et puis, attaquer le marché mondial, c'est 7 milliards d'individus sur la terre. Mais le secteur privé a besoin de changer. Le secteur privé a besoin de changer. Donc, c'est ça qui fait que le secteur privé n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il y a incitation, mais c'est là l'État. Justement, le système incitatif. Mais c'est sur ça qu'on travaille là. Si tu vois, je vais te dire, le cadre incitatif haïtien, pendant que on dit ça aux souris, tout ça, non, c'est sous ça travail. Tout ça montré on méconnaissance. Non, monsieur le ministre, elle a dit sous ça travail. Oui. Moi-même. Vous voulez pour me dire qu'elle le fait déjà? Non. C'est-à-dire, nous sommes pays, nous toujours travaillons sur des bails. Et puis nous ne pouvons pas jamais arriver là-dedans. Écoute, je vais te dire. L'un a parlé de. Vous faites oublier ça, me débat 10 tout à l'heure. Non, même tu parlé de ces incitations pour le secteur privé là, pour capable changer. Si tu prends le code des investissements haïtiens, si tu prends le code des investissements haïtiens, ou prends la loi créer des zones franches, ou regardez ça, et vous comparez dans la région, c'est un pays qui va plus avantage pour les gens venir investir là-dedans. Pourquoi ça ne pas investir? C'est le problème, Abdoulaye. Par exemple, le problème de terre, il y a des litiges, je vais te dire, nous avons une bande de dossiers dans le ministère, là, des projets qui doivent démarrer, pas qu'à démarrer, parce qu'il y a des conflits fonciers. Vous comprenez? Par exemple, pour la foncière, il faut une volonté changer, parce que ce n'est pas des barrières qui datent. Oui, mais monsieur, 2-3 gouvernements avant, toujours travailler sur le problème foncier. Et on connaît l'obstacle pour le gagner lorsqu'on adressera la question de la libre circulation des personnes. Côté que, la libre circulation des personnes n'est pas impliquée, par exemple, qu'on joigne des privés caribéens qui ont besoin d'investir en Haïti. Et question, ça a déjà le centre des discussions. Côté que, quand pile effort fait d'un côté, par exemple, au niveau de Suriname, par exemple,
ou grand pile problème, par exemple, pour privé que besoin d'investir au Suriname, législation surinamienne empêchait que moun yo acquérité. Qu'on l'autre problème, oui, que ça. Donc, ce qui veut dire que faut chercher à résoudre le problème de ça, qui est un problème, je dirais, majeur. C'est un problème majeur. On est même presque dire soluble, même. Parce que tellement, non, parce que tellement, il a dit après tout, ouais, c'est des bails sans couler, tout côté, et problème, même au niveau de l'État. Parfois, les problèmes ne posent aucun monde dans l'État qui bloque le même. Il faut prendre la mesure de la situation. Ah, ben c'est ça, Mabdoulaye. Est-ce que nous avons courage pour nous prendre? Non, mais à ce moment-là, comment est-ce que nous prenons? Est-ce que nous travaillons pour nous prendre? Non, Marie-Lucie, à côté d'un ministre, là, comme personnage, disons, public, gouvernemental, moi-même, je suis que moi-même, à niveau ça, que je suis mais ça fait au niveau du gouvernement. Mais je suis de très près ce qui se fait et je travaille aussi sur ces dossiers parce que je suis un consultant. Ça m'a fait, mon me fait travail, etc. Mais ce qui vient arriver, c'est qu'au niveau de CARICOM, il faut le comprendre. Et je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il y a pas mal de choses qu'on peut vendre à la CARICOM. Nous avons fait une étude, par exemple, en 2002, sur les opportunités offertes par la CARICOM à Haïti par la CARICOM. Et nous avons remarqué qu'effectivement, il y a pile de bagages au cavane marché régional. Par exemple, les fruits et légumes. Il a dit ça tout à l'heure. Par exemple, au niveau régional, un mouvement touristique extraordinaire qui non seulement fait au niveau des Bahamas, qui fait au niveau de la Barbade, qui fait au niveau de la Jamaïque, etc., etc. Maintenant, si on arrive à développer une spécialisation ou bien une capacité productive nationale, côté que on va développer type de production, on va déverser sur le marché régional, là, pas de problème. Mais à ce moment-là, il faudra mettre en place tout ce qu'on doit mettre. Par exemple, les normes. La question des normes. Les règles d'origine aussi. Attention, les règles d'origine sont importantes parce que si vous imaginez, parce que déjà, nous avons fait une avancée extraordinaire au niveau des règles d'origine. Là, nous avons quelque chose à résoudre avec CARICOM, avec la mise en place de l'accès préférentiel non réciproque pour les 42 lignes tarifaires. Mais le problème, même au niveau de ça, l'accès préférentiel, ça, peut-être que le ministère a répondu à une question, ça, c'est que nous n'avons pas rempli le monde effectivement exploité que nous avons. Je sais qu'au niveau du ministère du Commerce, on avait commencé, la première expédition a été faite en 2011 vers la Grenade. Vous voyez, c'est le premier pays vers lequel nous avions pu exploiter certaines marchandises. Mais maintenant, on n'a pas senti mouvement que nous comprenions justement que il y a des possibilités d'exportation qu'on offre sur 42 lignes tarifaires. En ce moment, moyennant que produit ça a bénéficié de respecter les normes, ils ont respecté ça les règles d'origine tout. Et le ministère du Commerce est là pour le délivrer, et disons ça nous relais, et tout document qui gagne pour que nous exporter marchandises. Par exemple, je prends bien qui sous 42 lignes tarifaires là, que nous les Mabi. On va imaginer combien d'argent on a fait dans Mabi, l'exportateur haïtien a fait dans Mabi actuellement là. C'est des millions et des millions de dollars. Le Mabi est importé, c'est un produit très consommé au niveau de la CARICOM. Vous retrouvez Mabi, Trinidad et Tobago. Oui, vous retrouvez. Oui, maintenant, tu as tout même supposé. Mabi, dans les conditions que la bonne. Eh bien voilà. Mabi, non, mais vous prenez Mabi et vous transformez le en produit industriel, en boisson. Moi, mal barbade, regarder pour moi qui j'ai monsieur servi avec ma bière. Et nous-mêmes, nous ne pas même comprendre ça même. Que son château produit qu'on pourrait exploiter, par exemple. Est-ce qu'on goûte ça? Il y a besoin la non, son bain chambouel, beaucoup de chambouel. Mais c'est pour te donner un exemple des opportunités. Mais à côté de marchandises, je ne t'ai pas parlé à un point de besoin de soulever. C'est question, c'est pas sur marchandises seulement. Parce que on a fait des études dans le domaine des services. Et on a remarqué qu'effectivement, l'économie haïtienne a tertiarisé de plus en plus. C'est vers le tertiaire qu'on se dirige. Le ministre a fait sorti tout à l'heure sur, disons, outsourcing. Par exemple, on va avoir le business process outsourcing. Quand on a utilisé, par exemple, des centres d'appel, par exemple, pour créer des emplois. Donc là, il y a des politiques publiques à mettre en place. Donc, lorsqu'on a parlé d'incitation tout à l'heure, il faudrait envisager tout un régime d'incitation pour faciliter ce type d'activité en Haïti. Parce que, comme il l'a souligné, par exemple, en Inde, qui est vraiment spécialisé dans la question de ça, sont extraordinaires pour voir en combien de temps ils ont pu, justement,
utiliser ce créneau pour créer des millions et des millions d'emplois. Donc là, il faut une politique publique au niveau national, mais le Parlement de tout, il faut un monde, le Parlement il faut un courant électrique presque 24 sur 24, etc. etc. Ok, sur la question de je vais retourner sur lui, la qualité, est-ce que nous bien inspirés pour nous mettre accent tout d'abord sur produits périssables? Parce que là, dit légumes, et pour conserver, pour capable briver, est-ce que nous bien inspirés pour nous commencer par là? Ok, Mabdou, deux bagailles. Déjà, nous inauguré le 14 décembre dernier le bureau de normalisation, nous inaugurons en même temps un laboratoire de métrologie qui est standard et métrologie industrielle et légale. Maintenant, nous gagnons un projet que nous allons présenter déjà dans sommaire demain. C'est un projet sur la traçabilité des produits. Nous parlons de ça déjà, mais c'est un projet qui va utiliser téléphone, qui va utiliser Internet, informatique, qui va permettre que je qui parcourt que le produit a fait. Mais l'autre projet qui est complémentaire, qui a aidé tout ça à réaliser, parce que là, un petit peu au niveau du conceptuel, alors que dans la réalité, Mounio a manipulé les légumes. Là. Et c'est ça fait que, par exemple, dans Kescoff, actuellement, on a mis ça un centre de préconditionnement avec Afeneg Combit. Mais en fait, nous prenons du retard sur ce projet ça parce que l'équipement, nous ne pouvons pas venir. Standard que nous voulons respecter, ça nous voulons faire, nous ne pouvons pas un équipement ici. Eh bien, nous sommes obligés, c'est aux États-Unis pour nous commander. Et puis, avec toute tracasserie administrative, nous ne pouvons pas inaugurer parce que nous pensons que nous avons inauguré en janvier. Donc, la Ligue des équipements que nous sommes obligés de faire fabriquer aux États-Unis qui pourra justement permettre que les légumes là, depuis le sorti dans le champ, ils ont un traitement qui permet que non seulement conserver peut-être 4-5 fois plus, et puis deuxièmement, que marchand dans lui-même, il fait plus comme ça, n'a pas besoin de perdre du temps de passer misère la ville là. Ok. Côté emballage légumes en fait, l'autre bois même, et ça permet donc que collecte vous faites à partir de champs et puis vous faites traitement côté parce que nous connaissons la production de fruits et légumes dans le pays, les gagnants ont perte qui est évaluée de 40 à 60% chaque fois qu'on récolte des avocats, de mango, de fruits, de n'importe quel type de fruits, entre 40 à 60% perdus après la récolte. Vous remarquez bien que si nous agissons, ne serait-ce que sous ça, sans beaucoup augmenter la production, nous presque doubler le revenu paysan. D'accord? Donc, nous avons travaillé sur lui. Et puis, l'autre projet qui lui-même a ambition pour le étendre sur toute la République, ça relève des micro-parcs industriels. C'est que dans la politique industrielle, pour finir d'élaborer, nous avons mis en place, ça relève des micro-parcs industriels. Donc, investissement traditionnel industriel, il a été fait dans le cadre de grands parcs, de grands investissements industriels, du type Caracol ou du type parc métropolitain. Là. Le problème avec ce type d'investissement, c'est que c'est vrai qu'on crée 2-3 emplois. C'est vrai aussi que l'entreprise qui est installée là-dedans a une connexion à l'international qui permet que toute entreprise qui est dans la chaîne de valeur là profite. C'est-à-dire, un monde qui dit ou produit bière prestige, soit une demande importante de bière prestige en chaîne industrielle, ou une bande de matières premières, moun qui fait pitimi, moun qui fait maïs, moun qui fait l'autre type de produits qui rentrent dans la fabrication de bière là, eh bien, moun ça il va faire plus de demande pour eux, donc pour créer plus d'emplois et toute chaîne de valeur là, lui-même pour profiter avec une entreprise locomotive tant que bière prestige. Donc, grand investissement industriel, c'est ça comme avantage. Comme il y a déjà tout connecté au marché international, il y a servi de fait de levier pour rester économie. Le problème que vous gagnez, c'est que vous déplacez un peu de population. Par exemple, vous avez Cité Soleil. Un risque, si ne pas gérer ça bien, ça fait un pile mesure difficile que nous prendre pour empêcher que la région de Caracol pas vienne squatteriser et vienne bidonvilliser. Donc, gens pour résoudre le problème, ça, ou besoin d'entreprise locomotive, ça, ont besoin aider les gens à valoriser actifs que vous avez dans la main. On monde qui gagne de cabrit, on monde qui gagne de pieds cocoyer, on monde qui gagne de pieds bananes. Comment faire pour que ça, moun nan gagne, il can vivre de lui et tout en l'améliorant. Et c'est ça qui fait que nous venons avec le projet de micro-parc industriel qui t'a déployer à travers de arrondissements parce que l'échelle communale n'est pas suffisante pour recevoir un établissement industriel. Mais au niveau des arrondissements, qui c'est des regroupements de communes, eh bien, il est possible pour notamment mettre des micro-parcs qui sont orientés vers l'agro-industrie, qui sont orientés vers le textile, faire RAD par exemple, et pour orienter vers la mécanique, ou bien les biotechnologies. Nous connaissons la médecine de la grand-mère. C'est que nous connaissons dans un pays un volume de savoir traditionnel qui est accumulé et que nous pas exploité, des plantes qu'il a et qui étaient vraiment des vecteurs de création d'emplois et de richesse et de vecteurs d'attraction d'investissement. Donc l'État, accompagné du secteur privé, pour mettre l'établissement au niveau des arrondissements, qui pourrait susciter des vocations au niveau arrondissement, qui mettait vie en arrondissement. Parce qu'il y a des côtés où aller, il y a tant de transferts pour vivre. Alors qu'on a plein de terres. Mais dans le plateau central là, mais c'est ahurissant.
on a le sentiment qu'on ne produit pas dans le pays. C'est que mais ces problèmes fonciers, c'est un ensemble de problèmes, nous ne pouvons pas tourner sur là, nous n'avons pas l'occasion. Mais on peut dire que nous avons essayé de joindre des locomotives à l'économie régionale et locale, et nous venons avec tout système, non seulement les normes de qualité, mais également le support matériel, physique avec les établissements. Monsieur le ministre, 2 points dans ce dia là. Et tout d'abord, pour Caracol là, nous avons un job difficile, parce que nous connaissons tout cas déjà construit et presque sous côté et parc là, et nous avons tout débat autour de ça. Oh, nous allons nous un reportage, nous allons. Donc ça, c'est problème. Haïti au pluriel, mais vite well, et nous-mêmes, c'est des émissions comme ça, nous allons. Nous allons même. Nous sommes à Caracol mercredi, mardi. Non, même nous allons. Non, nous allons aller mercredi. Dans cette semaine, ça nous allons à plusieurs reprises. Oui, même l'heure, comme c'est un vrai problème. Non, oui. Non, même nous, qu'on y a là, nous allons pile en pile problème pour éviter bidonvillisation. Pour nous dire qui ça doit faire. Et puis, sous expérience, bonne expérience que nous avons fait avec les agriculteurs qu'est-ce est-ce que la donne, moi, pas souligné, nous avons subventionné, nous avons permis que vous gagnez et comme dans le pour être capable de commencer ça. Parce que tout problème, le monde n'a pas produit. Parfois, c'est ça, il n'y a pas de grêle, il n'y a pas de et puis, l'autre aspect, là, il connaît qui j'en produit à côté de la destination, puis ça vient pourrir dans le c'est ça. Est-ce que nous-mêmes nous pensons à ça tout? Je vais poser mon question, c'est une réponse que je déjà. Non, pas mal. Subvention, ou dit, vous parlez de subvention. Est-ce que nous subventionnons agriculteurs qu'est-ce qu'on fait pour non, mais moi-même, c'est le ministère du Commerce. Ce projet que nous faisons là, c'est un projet qui est intégré, qui gagne environ 5 ministères impliqués là-dedans. C'est qui gagne le ministère de l'Agriculture là-dedans, justement, qui va agir en amont pour faire un paquet technique, c'est-à-dire aider Mounio, par exemple, question de sol là. Ou qu'on a utilisé un pile insecticide ici. Alors qu'un insecticide, on connaît que ils sont facteurs cancérigènes. Il a posé des problèmes. Et donc, si on a parlé de normes de qualité, il faut régler le problème d'insecticide qu'on a utilisé dans la planture. Terre là, sol là, j'ai préparé, le ministère de l'Agriculture pour agir sur question ça autour. Et il prend pour agir pour l'accompagner entrepreneur. Entre-temps, le ministère des Travaux publics, il faut l'assurer que le monde qui a sorti d'un point à l'autre et que il y a l'électricité. Il y a un ensemble de ministères qui sont impliqués là-dedans. Maintenant, le ministère du Commerce, même ça pour le faire. C'est question de système de gestion. Apprendre Mounio pour dire qu'il y a affaire des combines, mais affaire des combines sont associations, forme de coopérative ou association, mais eux-mêmes ne sont pas forcément experts en gestion. Il faut que vous recrutez des jeunes, recruter des professionnels qui font comptabilité, qui font gestion, qui compte faire gestion des ressources humaines, qui pouvaient gérer l'espace. Donc, réponse c'est oui, n'a pas cadré sur le plan financier, ou même c'est ça. Même du début à la fin. Donc, y compris le produit. Question transversale. Y compris le produit. Y compris produit à lui-même de façon pour le mettre dans le marché. Marchand à encadrer. Ok, on regarde. Bon, avant d'avoir regardé l'aspect politique, nous avons 5 minutes, nous pouvons parler d'économique. Nous connaissons politique là, même la fait et marché économique sous libre circulation des personnes. Nous connaissons beaucoup et prêt pour ça, mais dans l'accord là, monsieur lui-même est capable de répondre sur ça tout. Il était question que des professionnels haïtiens eux-mêmes sont capables de circuler librement dans le pays et CARICOM, dans quel point nous y a ça. Là, sous question ça, il y a un avancé qui fait sur ça. Côté que ça ne peut pas mettre en œuvre ça au niveau de traité, parce que ça, pour nous faire nous-mêmes au niveau national, c'est venir avec des législations qui adressent ces questions, ou bien des lois, des réglementations nationales qui pourraient adresser ces questions. Parce que question liée non seulement à la libre circulation, soit pas les non-professionnels, lié également à ça où elle est. Sur un professionnel, monsieur dit que c'est un technicien ou un universitaire, par exemple, qui veut circuler dans la région. Là, s'il voulait aller, par exemple, pour le travail, parce qu'il y a une possibilité, ça, au niveau de la région, que vous joignez des professionnels. Et c'est ça, il y a un avantage que appartenance à CARICOM, nous qui devant. Côté que, vous doit joindre des professionnels qui ont déplacé dans la région, il peut le permettre que, mais il faut avoir des arrangements qui fait, parce que l'État même, il a fait des arrangements en ce sens. Côté que, pour circuler, il faut qu'ils permettent d'y arriver, prouver que les salariés, ils sont professionnels tout bon. Que diplôme, ils ont capable l'équivalence dans la région. Donc, c'est ce travail qui est en train de se faire. Maintenant, au niveau du déplacement d'un voyageur, par exemple, vous comprenez? Un voyageur quelconque, ou un monde qui sort en Haïti pour aller dans CARICOM, là, problème m'a posé parce que il y a une difficulté, côté que première approche que vous faites au niveau de CARICOM par rapport à ressortissants haïtiens, et nous avons un pile pour ça,
Dans un premier temps, quelqu'un qui voyage au niveau de la région, qui est détenteur d'un passeport diplomatique, par exemple, et il peut, le ministre, par exemple, qui part dans n'importe quel État membre de la CARICOM, qui est détenteur d'un passeport diplomatique, il n'a pas de problème pour circuler. Quoique ça t'a créé un pile problème. Et ça avait conduit à des protestations. Moi-même, personnellement, j'ai protesté en pile au niveau de la région. Il y a des ministres qui étaient empêchés, qui bloquaient Miami, qui n'ont pas de cap voyager, une fois, par exemple, pour aller Trinidad et Tobago. Maintenant, question, ça me résoudre côté que, depuis un officiel muni d'un passeport officiel, il n'y a pas un problème, ça. Deuxième aspect, on a beaucoup lutté aussi pour que les privés, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, etc., s'ils veulent circuler, s'ils sont détenteurs d'un passeport normal, muni du visa américain ou du visa Schengen, à ce moment-là, ils peuvent circuler sans problème. Maintenant, au niveau de la région, il y a 5 ou bien 6 catégories qui ont accepté de circuler sans problème au niveau de la région. Que il y a des décisions qui sont sorties au niveau de la conférence qui disent que c'est Mounzaïo qui a accepté de circuler. Les sportifs, les musiciens, les journalistes, les travailleurs de la presse en général, etc. Donc, Mounzaïo, pas censé qu'il y ait un problème dans la région. Mais maintenant, tout ceci, pour nous mettre ça, pour nous finaliser, ça, on faut venir avec un cadre légal en Haïti, d'impliquer l'université, par exemple, on n'a pas parlé d'équivalence, côté que, il y a un droit en Haïti, ou il y a un niveau, une spécialité que pas de cadre en Haïti pour lui, pas de cadre pour lui en Haïti, et que c'est obligé dans la région encore à prendre. Donc, pour lui, travailler en Haïti à ce moment-là, il y a des conditions. Bon, ça aussi, c'est des gens qui pas parler, qui a pas obligé de tourner. C'est non, monsieur le ministre, non, question liée, entrepreneur. Oui, non, question catégorie ça. Non, question liée aussi à tout un série de l'autre aspect qui est collatéraux. Il peut le poser au niveau de transfert de la sécurité sociale. On est qui peut le travailler dans la carrière comme n'importe quelle région, par exemple. Après que le fin de travail, les gars ont droit en pension. Faut que elle a retourné en Haïti, si elle a retourné en Haïti, qu'elle a rapatrié pension. Question complexe, hein, à ce niveau. Ça, on apprend un peu le temps pour lui. Monsieur le ministre, si vous voulez dire au point sur ça, mais m'a tout enchaîner l'autre question. C'est sur le plan politique. Donc, on est, après le départ de Jean-Bertrand Aristide, toute misère et CARICOM lui-même était fait Haïti. Je dis à qui genre relation entre Haïti et l'autre État membre. Bon, je vais répondre d'abord sur le premier aspect et question. Et pour me dire que, pour seulement abonder dans le sens de Jean-Daniel, et pour ajouter que, là, il parlait de cadre réglementaire, non? Bon, il parlait de questions d'accréditation des diplômes, etc. Mais l'autre bagaille qui est important, c'est la question de l'identification des citoyens. Et Haïti, réputé un pays qui a pile problème de ce point de vue-là. On va revendiquer des bagailles, mais on ne peut pas rendre compte qu'il y a des efforts nous-mêmes, chaque citoyen doit faire, parce qu'on connaît qu'il y a des trafics qui est sous ensemble de bagailles qui est lié à ça. Donc ça demande des renforcements de l'état de droit, mais ça demande aussi que les gens qui ont revendiqué eux-mêmes ils ont contribué dans ça. Et tout à l'heure, nous avons parlé de Wall pour nous jouer dans CARICOM, mais nous avons toujours dit que CARICOM, c'est d'abord son communauté de personnes qui est liée. Et que c'est acteurs qui ont fait différence. Et puis, pas oublier que c'est un grand monde qui a fait que toute bagaille est différente. Le monde, en fait, c'est d'abord l'idée qui est liée. Donc, il faut que chaque monde comprenne que le bon rôle, par que le gars joue, et s'il joue le bien, eh bien, il va permettre qu'on avance de ce point de vue-là. Donc, question de leaders régionaux, que entrepreneurs, que c'est des intellectuels, que c'est, etc., qui gagnent des problèmes. Si on gagne des propositions, il faut faire les. Mais en même temps, il faut qu'ils accompagnent. Là, il faut qu'on fasse nos sens, qu'eux-mêmes, ils accompagnent pour le cas abouti. Parce que justement, nous, mobilité dans la région, les conditionner avec problème, en tout cas pour Haïti au moins, les conditionner avec la question de l'identification des citoyens, en dehors de l'autre problème que Jean-Daniel a expliqué là. Maintenant, pour nous venir sur la question de l'acceptation d'Haïti dans la région ou des rapports, mon sentiment, c'est que les rapports sont bons. Les rapports sont bons. Naturellement, bon, vous d'accord, c'est une région côté gagner différenciaux qui liés avec plusieurs types de bagailles. C'est des questions économiques. Et là, ça allait au-delà des personnes en Haïti. Il y a des efforts, il y a des changements que faut me dire, par exemple, que récemment, le président de la République, là, dans à Sainte-Lucie, était obligé, bon, pas lever la voix, mais dit qu'il n'est pas d'accord, que dans CARICOM, dans le secrétariat, en tout cas, le plus on parle de situation d'Haïti, bon, délégation Haïti qui est là, et puis c'est l'autre monde qui a parlé pour Haïti.
Et c'était, bon, nous ne pas rentrer dans les détails, mais nous connaissons ça, dit, c'est que c'est des budgets que vous mettez à disposition de monde qui sont censés parler pour Haïti au niveau de CARICOM. Ça, le président dit, il n'est pas d'accord. Donc, pays qui lui-même concerné, ça, vous n'êtes pas très content. De la même manière, il y a des gens qui ont été voulu proposer des gens dans la bon, Haïti lui-même, il dit, il faut respecter des règles que vous-même avez fait même avec nous. De ce point de vue-là, bon, il doit y quelques. Mais en réalité, moi, mon rapport est très bon. Nous rencontrons tous les chefs d'État. De toute façon, il est très difficile là, vous dire, bon, c'est pas que là. Non, mais en réalité. Pose une question quand même. Non, mais je te dis que c'est bon en réalité, même si, moi, je dis qu'il y a quelques petits irritants. Le fait qu'on vienne bloquer des projets au monde qui ont un budget dans Mel, et puis lorsqu'il vient aux réunions, tu es chef d'État. Tu viens avec une délégation de ministres et puis tu arrives, on te dit il va y avoir quelqu'un qui va exposer la situation d'Haïti. C'est inacceptable. Et ça, c'est des bagages qui ont été faits depuis un bon temps et que nous avons accepté. Ça, on ne peut pas l'accepter. On nous vient là. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends ça aussi. Hein. Et que... cette question-là. Bon, tu connais qu'il y a des gens qui ont représenté nous dans le CARICOM, il y a des gens qui prennent la parole pour Haïti? Non. Je n'ai jamais su ça. Ah ben oui, ça existe. Par contre, il y a une réunion avant tout. Ok, on nous vient sous... C'est une question qui est chère à Haïti, l'introduction de la langue française. Et nous sommes anciens UEH. Bon, ancien UEH, mais sont UEH. Non, ancien responsable, il dit. Oui, sont anciens responsables. Bon, ancien UEH, mais sont UEH. Nous sommes UEH, anciens responsables. Très bien. Et question pour nous tous les deux. Mais nous, ouais, justement, Université d'État d'Haïti, on dit à précisément, il y aurait l'amour pour ça, pour qui ça c'est français, il t'a plus créole. Parce que pour qui ça c'est anglais lié, si me fait erreur n'a corriger, c'est parce que tout pays même yo parle anglais. Yo parle anglais. Donc français, je dis là, combien de pays qui parlent français dans le CARICOM? Non, c'est Haïti. Ah, mais oui. Mais il y a l'autre langue qui pratique, il y a des néerlandais. Non, c'est juste. Il y a l'autre langue qui parle dans tout dit nous, est-ce que nous, ouais, proposition pour ça, dans la bataille là, il y a une chance pour le passer? Ça veut dire qu'il y a une vente dans le CARICOM, et puis moi, je comprendre de position UEH qui dit, peut-être si nous te dit pour créole, nous avons plus de chance parce que nous avons de l'autre pays, avec Haïti, ou même qui parle créole, qui est capable de pousser proposition nous. Ok, deux questions, une réponse rapide. Mabdou, pour question de langue française, non? Il n'y a pas aucun argument technique pour dire pas d'accord, sinon que vous dites pas comme. Que vous dites traduction, service de traduction coûte un pile d'argent. Alors que l'AEC, qui lui-même, c'est l'Association des États de la Caraïbe, qui lui-même gagne des pays comme Colombie, comme Mexique, donc il gagne pile anglophone, il gagne francophone, il gagne hispanophone, mais le service de traduction fonctionne là-dedans. Et alors il faut parler langue qu'on veut et ça ne pose pas de problème. Donc la réalité, c'est que, comme Jean-Daniel l'a expliqué, tu as fait mise en contexte au début, c'est que tu as gagné des dispositions non négociables et la langue anglaise, le Haïti t'a ratifié, t'a adhéré à CARICOM, Haïti t'a ratifié que lit d'accord que langue de travail de la communauté, c'est anglais. Anglophone, même confortable. Maintenant, nous disons qu'il n'est pas acceptable. C'est l'autre étape. On a négocié avec eux. Dans les réunions, ça dit, et pas aucune opposition, seule remarque que j'ai toujours observée, c'est qu'on dit que pas un budget. C'est ça fait que moi-même, ma position, et nous approcher à UF sur ça, mais ma position d'haïtien, c'est de dire, si ça pose des problèmes pour eux, eh bien, Haïti a financé le service de traduction. C'est une façon pour faire un pied de nez à ces gens-là qui, même, parce qu'il n'est pas acceptable, il y a une bande de professionnels dans le pays, il n'y a pas qu'un type de réunion, ça, parce que justement, ils ne pas comprendre ce qu'on a discuté. Donc, il n'est pas normal que nous t'avons dit que nous arrivons dans une réunion où un directeur, il faut mettre tout le monde qui parle dans notre fonction pour l'État haïtien, tu es obligé de parler anglais. Donc, ça n'est pas acceptable. Donc, ça, lui-même n'a pas avancé sur lui très bien. Et en principe, je ne sais pas qu'il y a un gros obstacle à ce que ça a passé. Okay. Maintenant, pour le créole. Créole, là, c'est en deuxième démarche. Parce qu'au début, ce n'est pas créole que vous mettez, c'était français. Il va de soi qu'il y a des pays, comme Sainte-Lucie, Dominique, ensemble de l'autre pays, qui parlent créole. Le problème, c'est que nous demandons des Français, en même temps, pour nous demander l'autre encore. Il est un peu difficile. Il est un peu difficile, même parce que c'est des bagages qu'on doit faire graduels, parce que la demande, elle est logique, elle est raisonnable. Et moi, Mabdou, il y a plusieurs mondes dans CARICOM, moi, je parle créole avec eux, on se comprend. On se comprend, pas de problème. Mais bon, on comprend le français tout, mais ce n'est pas même bagage. Le problème, c'est que je ne crois pas que nous mettons tous les deux sous table là en même temps.
c'est pas une bonne façon de négocier, pas quoi ça. Mais nous pensons que c'est un bail qui va venir en son temps. Gon nuance, on dit, et pour ta un service de traduction pour français, capable haïtien venir exprimer en français, et puis traduire les documents. Oui, non, mais parce que on a dit pour ça moi-même, je comprends le président Martin Limandéa, c'est que le français ou langue officielle au même titre que l'anglais. Oui, dans les réunions internationales. Oui. Donc, mais est-ce que nous vous avez parlé néerlandais, tout le monde ça tout? Non, mais de toute façon, c'est un combat qui se fait depuis quelque temps. Et Suriname, là, comme bien avant nous, ils ont obligé à accepter l'anglais comme langue de travail. Mais au même temps, pas de chambre à l'aise, même Jacques Haïti. Ce qui veut dire que moi-même songe que mal dans des réunions, côté que j'ai soulevé la question ça à plusieurs reprises pour avoir une traduction, mais à chaque fois la question, c'est ça ministre a dit, ou pas un budget, effectivement, ça coûte. Parce que là, pour l'Union européenne par exemple, 60% budget de l'Union européenne, c'est sous traduction aller. Donc maintenant, est-ce que nous avons financé la question pour non, maintenant, comme nous disons, nous allons financer. Non, c'est 27 pays, il y a des langues très diverses. Même avant 27. Non, parce que même avant 27. Service, parce que ça, monsieur. Même avant 27. Service de traduction, bon, là, nous connaissons, ça non, mais ça va n'est pas très élevé, mais pour traduire le document. Non, mais pour information, Marie-Lucie, moi-même personnellement, j'ai négocié avec ces gens pour me atténuer la situation. À un moment donné, par exemple, on est avec OTN, l'Office de négociation commerciale. J'étais parvenu, j'avais écrit personnellement, en tant que responsable du bureau de la CARICOM, j'avais écrit, et je demandé de me faire ça, j'avais écrit une correspondance à ces gens pour attirer leur attention sur la nécessité pour les délégations haïtiennes d'avoir la traduction dans les réunions, dans les côté négociation faites sous CARICOM Canada, CARICOM Union Européenne, etc. Ils avaient accepté. Mais imaginez qu'à chaque fois que réunion ça a fait et que Haïti pas allé, nous ne pouvons pas dépenser l'argent pour le monde et puis il faut chiter à l'heure pour le payer. Premièrement, deuxièmement, l'autre information c'est que il y a au niveau régional un institut qui s'appelle l'Institut régional de l'information et de la traduction, qu'on appelle CRITI. Et Haïti est membre du board du conseil de CRITI. CRITI est financé par les fonds de l'Union européenne. Et CRITI là pour faire traduction pour États membres et pour Haïti particulièrement, de l'anglais au français, etc. Dernièrement, il y avait un financement pour traduire 1000 pages de documents pour Haïti. Mais imaginez un instant que vous adressez à l'institution pour dire quels sont les documents qui vous intéressent pour être traduits, vous ne recevez pas de réponse. Donc nous-mêmes, nous prenons sous responsabilité du bureau, étant donné que nous travaillons sur des dossiers, nous connaissons l'importance des dossiers, nous demandons faites traduction ça, faites traduction ça, faites traduction ça. Il y a des documents qui existent en français actuellement sur des thèmes qui ont été développés au niveau de CARICOM et au niveau de la pays. Donc, on va nous exploiter en attendant que nous arrivions vers ça. Et dernièrement, on a eu une discussion avec l'un des représentants de l'Union européenne en Haïti parce que c'était un problème de financement qui a fini pour CRITI. Mais il semble qu'il y a possibilité de reconduire le financement pour CRITI. Donc, c'est très important, hein, ça. OK. Bon, et je vais souligner ça, rectorat UEH, et puis le comité de mise sur pied d'une académie de la langue créole. Il dit que le choix du gouvernement haïtien fait n'a pas aucun fondement. Pas question pour que le français, à côté de l'anglais, c'est langue officielle CARICOM. Il dit, mais ça institution avec qui Haïti va communiquer en français au sein de la CARICOM. Le créole est parlé par 61% de la population de la CARICOM, Haïti, Sainte-Lucie, la Dominique, qui gagnent en commun, en partage le créole. Mais pendant que nous mettons accent sur le français, est-ce que nous pas doué tout? Parce que il a viré dans le monde et c'est important pour que l'angoisse, lui-même, bon, son façon de parler, c'est-à-dire le français on avait pour français lui-même et dans CARICOM, il y a voix au chapitre, mais est-ce que pas une nécessité là nous-mêmes pour que l'anglais nous dit c'est pratiquement dès la maternelle, même gens on va pas apprendre français, il faut apprendre parce que je dis là langue ou anglais c'est pas dire c'est pratiquement pas de créole français tout côté arrivé, c'est-à-dire langue ça c'est langue pour communiquer sur le plan international. Est-ce que nous pas bon ça sont des démarches tout mais voilà parce que de toute façon
OK, dans CARICOM, même si ça passé, vous savez, dans gros réunion d'aller, il n'y a pas parlé français. Non, il n'y a pas perdu du temps pour vous. D'ailleurs, tout document, écoute, même dans les médias, il y a tout document. Tu permets, Marie-Lucie, ce que tu dis là est important. Parce que je ne peux pas comprendre un cadre actuellement qui ne soit pas en mesure de parler, au moins de comprendre au moins l'anglais. Parce que dans les institutions internationales, par exemple, si vous prenez l'Organisation mondiale du commerce, ou bien presque toute institution internationale, les documents sortent d'abord en anglais. Les documents sortent d'abord en anglais. La traduction française viendra après et l'espagnol. L'espagnol vient en deuxième et le français en troisième. Bon, maintenant, si on voudrait justement se pencher sur ces documents, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que bon, on ne peut pas, etc. Non, c'est pas possible. Non, mais écoute, même pas, c'est que là, son débat philosophique que nous avons posé là, il est sensible, ça n'a pas dit là. Parce que il y a une question d'identité de région et que nous-mêmes, pas quoi que nous avons cherché, comme si tendre vers l'homogénéisation et comme ça, il est bon que nous parlions l'autre langue, il est bon que nous parlions anglais, et d'ailleurs, une question enrichissement que lié, mais le bon également que nous défendons, ça fait partie de l'identité. Mais nous avons pas plus de bataille pour créole là à ce moment-là. Oui, mais écoutez, là, nous parlons de français, le président réinsister sur ça, mais la question, cette bataille pour la langue française, c'est depuis le Haïti a négocié, c'est depuis 1998 que nous-mêmes, nous avons bataille pour te faire accepter la langue française comme langue de travail de la CARICOM. C'est pas aujourd'hui, ça veut dire son dossier qu'il a depuis 13 ans. Absolument. D'accord? Donc, le président vient accentuer le cougnier. Donc, nous ne pouvons pas en même temps dire et puis nous dire l'autre. Ça veut dire, mais il faut nous gagner une stratégie dans la façon de négocier. Il faut nous tenir ça avant que nous passions à l'autre. Donc, ça, c'est clair, mais il va de soi que il y a une chose qui a fait que nos pays ça continuer à survivre, passer les âges, c'est que habitude, tradition qui transmettent souvent dans les langues maternelles, mais que nous protéger. Donc même quoi que c'est une bonne démarche que de dire faut défendre le créole, c'est logique même, mais nous dit que techniquement et politiquement, c'était pas forcément le moment. Maintenant, dit qu'il faut que nous parlions anglais, oui, mais en même temps, il ne faut pas banaliser le fait que l'anglais qui a prouvé tentacule, Jean Felland, ça peut être une bonne chose pour le commerce, mais ça peut être une mauvaise chose pour le monde. Parce qu'il y a des traditions, parce que nous ne connaissons pas ce qui va le passer. Et nous ne connaissons pas qui monde, qui côté, qui développe, qui type de tradition, qui pourra le faire que l'humanité fait prochain pas pour l'améliorer. Donc nous avons intérêt pour nous protéger toute particularité. Et là, c'est un gros travail, c'est un gros débat que va essayer et qui souvent qui occulté dans les discussions. Vraiment, même en vidéo, je dis à la, ouais, ça fait fort marcher avec le monde. C'est vrai, il faut batailler pour l'identité. Par exemple, je dis à la, ou pas capable dans l'informatique. Absolument. Tandis que l'informatique arrive à nous-mêmes, non? C'est-à-dire qu'il faut en avancer tout. C'est ça qui a fait les débats à discuter, nous sommes capables de participer là-dedans. Pour, par exemple, l'anglais, il n'y a pas en barrière pour nous. Mais ça fait me faire considération, c'est pas le fait, écoute. Non, mais moi, je ne parle pas anglais très bien. Espagnol, moi, à la limite, comprendre le monde parler, je ne parle pas espagnol très bien. Je ne parle pas espagnol mieux de l'école que je dis. Mais en réalité, pendant que je besoin de parler l'autre langue, moi, je connais qui est important ce que le gagne. Qu'on gagne un côté ou un coin, un côté qui définit. Que citoyen, un côté le définit. Parce que il y a des sensations, c'est côté par là. Et la langue, la culture du pays, il faut nous protéger. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il ne faut pas mettre sur le même pied. Il est important que nous parlions anglais, mais ce n'est pas parce que nous avons parlé de faire valoriser anglais, la langue française dans le CARICOM que nous sommes obligés de poser problème anglais ici. Le problème anglais est important, il faut nous parler anglais, c'est clair. C'est son fait de société. Mais il ne faut pas faire en opposition. Parce que il y a des petits pays, tu sais, même mon camarade, mon Saint-Lucien, actuellement, monsieur, je ne sais pas conseiller Premier ministre, monsieur de l'école ensemble avec moi. Mais monsieur Rivé, là, monsieur dans l'université avec moi, mais monsieur dit que dans le pays, le grand-mère parle créole. Mais lui-même, il ne parle pas créole. Même à Saint-Lucie, tout le monde parle créole. Ça veut dire que lui-même, il développe un complexe par rapport à créole. Comprenez bien? En réalité, monsieur parle créole. Mais là, il est arrivé dans l'ambiance internationale que le DR. Démontrer que les créoles sont qui mineurs. Il dit ça à cause du fait, justement, que support de langue pas existe. Comme si ça ne t'a dû faire, comme si technologie pour nous développer, les savoirs pour nous développer, la littérature que tu as dû développer en créole, il n'y a pas développé. Donc, si bien que monsieur n'a pas de référence, et là, il a parlé de créole, le monde ne parle pas de ça. C'est donc on sort de langue, si vous voulez, folklorique, etc. Ça a fait l'objet de l'autre. Ce sont marjoliers, ce sont bonne information qui va le faire, qui pourrait aller peut-être aller mettre de l'eau dans la moulin, monsieur Sayo, et l'université. On connaît que
je crois qu'il est actuel. Il est revenu au poste de Premier ministre, Kenny Anthony, de Sainte-Lucie. De Sainte-Lucie. On connaît que M. a développé une coopération entre Haïti et Sainte-Lucie dans le domaine de la langue créole. Le domaine du créole. Et on a commencé avec une question d'activité culturelle. Oui, je voulais que Haïti voie des professeurs enseigner créole ou bien par faire créole à Sainte-Lucie. Donc c'est une proposition qui a été faite. Eh bien, merci infiniment. Une émission très, très, très animée. Nous espérons que nous avons auditoire la clé pour capable comprendre ça qui est CARICOM et surtout Haïti qui statue. Et cette question me fait de est-ce que Haïti a un siège à part entière ou bien un strapontin. Mais si non, même c'est ça nous te voulons venir. Regardez pour c'est tout même pas de poser. Non pas. Ou même quelque part un peu espiègle, je m'excuse pour le mot, mais je fais non, parce qu'en réalité, la presse haïtienne était assez circonspecte et presque, pas qu'on est, mais alors pas qu'on est que il dépend de nous. C'est la presse qui a fait que ça différent. Exactement. C'est que perception que qui t'est passé. Hein, exactement. Parce que nous sommes toujours, le verbe est créateur. Non, donc il y a des gens que nous posons problème, il fait que nous-mêmes nous minorité tête nous, alors qu'on a 10 millions dans une population de 18 millions. Non. Et puis c'est Haïti quand même. Haïti c'est l'histoire. Haïti c'est la culture. Question. Mais c'est question. Ça dit question pas de raison d'être liée. Ah oui, les gars. Non. C'est tout ça, a dit, je dis à la qui ça n'a bénéficié, qui statue Haïti. C'est pour ça nous fait 1 heure et demie. Dans les Nations Unies. Je suis sûr que nous, il y a des gens qui ont un regard sur CARICOM et m'espérer pour nous permettre que nous changer le regard. C'est ça. Est-ce qu'on est même au niveau des Nations Unies? C'est peut-être ça, nous mettons là, je dis. Un Haïtien en réalité. Un Haïtien. Un vrai. Un Haïtien, quel qu'il soit. Quel que soit côté le rivé, il n'est pas sur un strapontin. Il y a des faits de l'histoire, il y a des problèmes de société qui doivent mettre pays dans une situation difficile. Monsieur le ministre, non, mais pays dans son pays avec des gens les Haïtiens sont pas régler ça. Ou bien tout, ou pas fait. Non, monsieur le ministre. Non, moi-même, c'est la question. Non, regardez, moi-même, je suis responsable. Depuis le début, nous présents. Ce n'est pas maintenant qu'on est présent, je vous assure. Ça y est, même pas de dire ça. Ah, bon, comme carnaval, fait passer une polémique. Bon, merci, mais vraiment, merci infiniment du fait que nous t'es venu là, parce que nous avons un grand peu d'activité et autorité pour capable de recevoir. Nous t'es chargé là, parce que vraiment, raté. Bon, je juste bon petit mot. Non, bon petit mot. Mais merci, mais vraiment merci. Merci infiniment, parce que c'est un gros sacrifice que vous faites, vous venez là, mais tout. C'est le charme de Marie qui fait que nous. Les chances, voilà, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, est invité nous aujourd'hui à justement parler de CARICOM. Et puis, économiste Jean-Daniel Elie, ancien responsable au CARICOM, mais qui est très au fait de questions. Merci infiniment et j'espère nous-mêmes nous te prendre plaisir pour suivre l'émission 100. À la semaine prochaine, si tout va bien.